Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 13 décembre 2024. Très heureux de vous retrouver pour cette édition où on va parler notamment avec le Père Noël. Oui, j'ai fait une entrevue exclusive avec lui par le biais de ChatGPT. Vous allez entendre ça. Sinon, parlant d'entrevue exclusive, on va retrouver un journaliste émérite de la presse informatique québécoise, Nelson Dumais. Ça va sonner des cloches à bien du monde, ça. Avec qui je veux revenir sur le bug de l'an 2000 parce que ça fait déjà 25 ans de ça. Oui, le temps passe vite. Sinon, dans l'actualité, vous avez peut-être vu ça cette semaine en ligne. Google qui a proposé ses rétrospectives de services de recherche et de musique. Alors, on va revenir là-dessus avec quelqu'un de chez Google. C'est le temps des fêtes, des achats de cadeaux en ligne, notamment des billets pour voir des spectacles ou autres événements. Comment ne pas se faire avoir avec toutes les arnaques qui sont en ligne? On va en parler avec quelqu'un de la vitrine. Cette semaine, le patron de l'IA et des données chez Microsoft Canada donnait une conférence lors d'un événement qui portait sur les PME et l'IA. On va revenir sur le sujet avec lui. Et puis, je veux attirer votre attention sur une campagne de financement en ligne assez originale qui utilise l'IA pour faire revivre des souvenirs aux gens qui veulent l'essayer. On va parler de ça avec la directrice générale de Nova Soin. Sinon, il y a la directrice générale de Prompt qui vient nous visiter, Liette Lamonde, qui est là pour nous présenter des innovateurs québécois. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens de Prompt qui encouragent la production de Mon Carnet cette semaine. Et puis un gros merci parce que vous avez été là plusieurs semaines en cette demi-saison. Alors, je tenais à vous lever mon chapeau, mon micro. Merci, ça a été très apprécié votre présence. Et puis, il y a mes collaborateurs cette semaine. Il y a deux Stéphane pour le prix d'un. Stéphane Berthomin nous parle d'un casque audio québécois. Et puis Stéphane Ricoul nous parle de paresse cognitive. Et puis, avant tout ça, on ira faire un tour à Paris, retrouver Jérôme Colombin pour parler de l'IA générative vidéo Sora qui vient de sortir cette semaine. Alors voilà le programme de Mon Carnet. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Marc Tremblay, Marc Larouche, Charles Sévigny, Catherine Meilleur et Maxime Pelchat. À vous 5, un énorme merci. Et à ceux que je n'ai pas nommés, parce que oui, vous m'accueillez entre vos deux oreilles, mais je n'ai pas nommé votre nom, je tiens à vous remercier aussi d'être là. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour rejoindre Jérôme Colombin pour notre échange de la semaine. Tournicota. Jérôme Colombin, salut. Salut Bruno Guglielminetti. Comment va Paris? Écoute, Paris va bien et je suis ravi de te retrouver. Bon, on s'est vu il y a pas longtemps parce qu'on était ensemble cette semaine sur le plateau de notre camarade François Sorel. Dans son émission Tech & Co. Qui a eu la délicatesse de nous inviter sur un plateau commun. Ouais, on ne se quitte plus. On ne se quitte plus pour parler d'ActuTech. Et là, on va parler... Écoute, c'est la grande question de la semaine, hein. C'est la grosse info de la semaine. Alors, ouais. Sora, est-ce que tu l'as testé? Je l'ai testé de loin. Alors, j'ai réussi. Non, je peux pas le tester puisque tu sais qu'il n'est pas disponible en France. Enfin, en Europe. J'espérais que tu me répondes ça. Malheureux. Oui. Non, mais j'ai quand même essayé avec un VPN. Avec un compte bidon. Ouais. J'ai eu accès à un moment, c'est assez bizarre, à la fenêtre de Prompt. Ouais. Parce que chez toi non plus, il n'est pas disponible. Non, chez moi, non, il n'y a qu'en Europe où il n'est pas disponible. Il est disponible partout ailleurs sur la planète. Mais bon, pour des raisons qu'on sait. Partout. Oui, presque partout. Ah ouais? 150, 160 pays, je crois. Oui, là, on commence à faire pas mal le tour de la planète avec ça. C'est vrai. Non, il n'y a que l'Europe qui n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux? Oui, mais nous, c'est je comme pense ça. que c'est pour des raisons de réglementation ou quelque chose. Oui. Oui, mais parce que c'est maintenant, si tu veux, c'est la philosophie européenne. Nous, on laisse d'abord mesurer les autres, comme disait Marcel Pagnol, et on ne se jette pas sur ces artifices. On attend un petit peu que vous essuyez les plâtres, et après, si ça nous plaît, éventuellement, on adoptera ces technologies. Jérôme, si tu veux citer du Pagnol, tu le fais avec l'accent, là. Bon, alors laisse un peu non, je suis nul moi pour imiter Marius et non. Ça aurait été beau. Oui, mais c'est pas mon truc. Mais alors on revient à notre sujet. Oui, mais le problème, puis je pense que c'est important de le dire aux gens qui nous écoutent, c'est que si vous êtes géographiquement en Europe,
ne tentez pas de vous brancher à l'outil Sora, donc sur sora.com, parce que en direct ou en VPN, parce que si vous arrivez à le faire et que les gens d'OpenAI vous détectent, vous risquez le bannissement à vie de l'outil. Ouais, mais attends, tu crois pas que ils ont dit ça un peu pour faire peur? Parce que moi, je me suis, j'ai essayé de me connecter et je suis pas encore expédié de ChatGPT. Tu veux le répéter un peu plus fort? On va voir. Non, mais attends, c'est marqué nulle part en plus. Donc, oui. Dans le document d'information au départ, si tu as lu le communiqué de presse en bas, c'est bien écrit. Le CLUF. Non, le communiqué de presse. Mais non, j'ai pas eu. J'ai pas eu ça. Justement, c'était pas à l'intention des Européens, alors ils vous l'ont pas envoyé. Mais donc, oui, c'est ça. Plus sérieusement, Sora, donc, est disponible. Et on a l'impression, tu sais, Sora, là, depuis les 9 mois où ça a commencé à être annoncé puis qu'il y avait eu des fuites, par la suite, il y a des gens qui ont eu accès à ça. Je pense que c'était quelque chose comme 300 testeurs, bêta-testeurs, officiellement à l'époque, ce qui a généré quelque chose comme un demi-milliard, 500 000 clips vidéo de 5 à 10 secondes. Mais ça a permis à Sora de peaufiner, de travailler. Mais le problème, c'est que maintenant qu'il est lancé officiellement, sauf que c'est l'enfer essayer de rentrer là-dedans parce que ils n'arrivent pas à répondre. D'ailleurs, cette semaine, à 2 occasions, tout le système de ChatGPT est tombé en panne dû à l'afflux de la demande et puis aussi de la demande de calcul de Sora. Et ils étaient pas prêts à accueillir ça. Et les pauvres, ça fait 1 mois qu'ils nous en parlent, mais ils étaient pas prêts à prendre le trafic. Mais c'est toujours un peu le même problème, ces outils-là, quand tout d'un coup la planète entière se jette dessus, évidemment, ça fait une charge pour les serveurs qui est absolument gigantesque, phénoménale. Et alors, déjà, quand on sait que ChatGPT en texte consomme énormément de ressources, de temps processeur et donc au passage d'électricité, d'énergie et du coup de produit du CO2. Donc c'est pas bon pour la planète. Mais ça, c'est pour le texte. Et donc, on n'a pas de chiffres pour l'instant pour l'image, mais on imagine que ce Sora, ça doit être aussi un gouffre énergétique. Mais c'est justement parce qu'ils sont pas capables de répondre à cette demande-là, et c'est tant mieux dans le contexte de ce que tu dis, qu'ils ont même inscrit, écoute, je pense que 98% des demandes de ce que j'ai entendu là de par mes discussions, 98% des demandes d'accès à Sora sont refusées. Puis un beau petit message qui apparaît en disant que non, ils prennent plus de nouveaux participants. Alors c'est la bande, ils sont peut-être 1000 à l'utiliser présentement là. Et ce que ça génère pour les gens qui ont tenté de l'utiliser, c'est tellement coincé, puis la machine est tellement prise que il y a de la difficulté à la compréhension des requêtes. Le rendu vidéo est parsemé d'erreurs qui ont rien à voir avec les requêtes. Donc, à quelque part, tant mieux. Les gens auront du temps encore pour s'entraîner. Mais je trouve ça dommage pour les gens d'OpenAI parce que entre-temps, Midjourney fait du millage, Runway AI fait du millage. Donc les outils chinois font excessivement bien. Moi, je suis deux infographistes et monteurs qui vont à plein, c'est ça leur boulot. Qui travaillent avec ça? Ouais, qui travaillent avec ça, puis les productions qu'ils arrivent à faire avec leurs tests, c'est phénoménal. Alors, Sora, peut-être que quand ils seront sortis pour de vrai, il sera trop tard. Joli jeu de mots. Merci. Oui, parce que tu as raison. La vraie info, c'est de savoir ce que ça va changer, ce Sora. C'est alors Sora et tous les autres systèmes du même genre. Ouais. C'est encore une fois une nouvelle page de la révolution de l'intelligence artificielle qui est en train de se tourner. Là, carrément, ce sont tous les producteurs d'images vidéo, donc c'est-à-dire quoi, la publicité, le jeu vidéo, le cinéma, la télé, même dans les entreprises, etc. Tous les contenus, les créateurs de contenu et tout, qui ont à disposition un nouvel outil qui va clairement tout chambouler. Alors, on va pas commencer à voir les choses en noir en disant que ça va être du chômage, ça va être de la destruction d'emplois, etc. Il faut voir le côté des possibilités que ça va offrir. Mais enfin, on se doute bien que si demain on fait des films entiers avec ces trucs-là, l'économie sera plus la même, ce seront pas les mêmes personnes qui devront travailler là-dessus. Enfin, c'est un petit tremblement de terre quand même, cette histoire-là. Ah, tout à fait. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a
d'une part, il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'être créés, mais il y a beaucoup de corps de métiers qui vont devoir s'adapter à ces outils-là. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Ouais, mais tu as raison, mais on est d'accord. Et d'une manière générale, c'est le cas avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il faut se saisir absolument des outils d'IA, quels qu'ils soient, enfin surtout de l'IA générative, que ce soit la vidéo ou les photos ou les images ou le texte, pour pouvoir en tirer un bénéfice. Parce que, comme tu le dis et tu l'avais déjà dit très justement dans une de nos précédentes conversations, celui qui va vous piquer votre boulot demain, c'est pas l'IA, c'est quelqu'un qui sait utiliser l'IA, c'est sûr. Puis moi, j'ai l'impression que, puis là, c'est une question de moi, puis on commence à voir des courts-métrages sortir, mais moi, j'ai l'impression qu'on va découvrir des futurs réalisateurs, et puis est-ce qu'on les appellera encore des réalisateurs, mais des producteurs de vidéos qui seront des grands noms plus tard. Mais on va les découvrir comme ça. Pourquoi? Parce que de leur bureau, ou même pour certains peut-être de leur téléphone, ils vont commencer à créer des trucs comme ça. Puis, tu sais, souviens-toi, Spielberg, c'est un court-métrage qu'il a mis au monde. Ça s'appelait Duel. C'était un gros camion qui courait une petite voiture. Et c'est ce qu'il a lancé. Puis ça, il l'a fait avec un budget là ridicule. Ridicule. Puis après, bon, ben, le reste est history, là. Ouais. Ça va être fantastique. Ça va être fantastique, mais bon. Là, c'est sûr que ça va faire mal. Voilà, la question naïve qu'on peut se poser, c'est est-ce que demain, tous les films de cinéma seront faits comme ça, par intelligence artificielle, et du coup, est-ce qu'il y aura un intérêt à aller voir ce genre de film? On en a parlé sur le plateau Tech & Co précisément. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'animal chez l'être humain qui fait que il aura besoin, même s'il y aura de la place pour des films entièrement générés par IA, c'est certain, que ce soit des courts ou des longs, mais on aura besoin d'un point de vue presque animal, d'aller voir d'autres humains sur un écran et pas uniquement des créatures de synthèse. Jérôme, je partage ton opinion et c'est pour ça que le théâtre existe encore. Ouais, exactement. Parce qu'on aurait pu les regarder à la télé, on aurait pu les regarder au cinéma, mais non. De voir des comédiens sur on est rendu de parler de théâtre entre nous, ça va bien, ouais. Mais de voir la magie de voir des êtres humains devant nous se donner des répliques, nous raconter une histoire. Pourquoi les conteurs, ça fonctionne encore? Pourquoi les humoristes, ça fonctionne encore? En salle de spectacle. Tu sais, le spectacle vivant, moi, j'ai fait un séjour de 2 ans là, juste pour rire. Et c'est ça, c'est la magie du spectacle vivant, d'avoir des êtres humains qui viennent te raconter quelque chose. Alors, c'est sûr que l'IA là-dedans, ça vient rajouter des facilités, mais ultimement, l'humain veut entendre un autre humain lui raconter quelque chose. Sinon, il n'est pas satisfait. Ouais. Là, permets-moi de faire la place au nostalgique que je suis. Il y a 25 ans. Ouais. Donc, c'était autour un peu avant le 20 décembre 1999. Est-ce que tu te souviens, là, j'ai pas de clip que je vais te ressortir, là. Est-ce que tu te souviens d'avoir parlé à l'époque du Y2K, le fameux bug de l'an 2000? Mais bien sûr, mais évidemment. Comment tu as parlé de ça à l'époque? Ah bah oui, mais moi je travaillais à France Info à l'époque et je faisais plein de sujets là-dessus parce que ça posait quand même beaucoup de questions puisqu'il y avait une espèce de compte à rebours. On annonçait que au 31 décembre 1999, au passage à l'an 2000, eh bien tous les ordinateurs allaient planter parce qu'ils ne seraient pas capables de changer de date puisqu'ils avaient été codés sur 2 chiffres. 98, 99, et donc ils allaient repasser à 00 au lieu de passer à 2000. Et donc on annonçait plein de catastrophes, les avions, les centrales nucléaires, les banques, enfin le monde entier allait s'arrêter. Ouais. Sauf que on sait un peu comment ça s'est fini finalement. Ouais. Tout a presque bien été. Bah oui, il s'est rien passé. Enfin, il s'est presque rien passé. Mais moi, la nuit du 31 décembre, je l'ai passé à la cellule de crise qui avait été montée. C'était au ministère de l'économie et des finances pour surveiller justement ce qui se passait dans le pays. Et je faisais des directs toute la soirée, une partie de la nuit sur France Info pour raconter. Écoutez, oui, si à tel endroit il y a une pendule qui s'est pas mise à l'heure. Mais bon, à la fin, le lendemain, on se sentait un petit peu ridicule quand même parce qu'il n'y avait pas eu de finalement, il s'était pas passé grand-chose. Mais en réalité, c'est peut-être parce que on en avait beaucoup parlé avant et que du coup, toutes les précautions avaient été prises. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi ramener dans l'équation et dans le récit de l'histoire, c'est que 5 ans avant,
on commençait à travailler sur le problème, les gens qui étaient responsables des services et les grandes firmes d'informatique, de conseil avaient commencé à dire aux banques, aux services financiers, aux services de santé, aux transporteurs aériens et autres, on vient de voir un problème. Et moi, je me souviens d'une histoire qui avait été présentée en 96 où on faisait le constat que dans 4 ans, il pourrait y avoir un problème sérieux. Et à partir de ce moment-là, il y a des centaines de millions de dollars qui ont été investis par des grands groupes pour corriger la chose. Et si ça s'est bien passé, c'est parce que, d'une part, il y a beaucoup de travail qui a été fait en amont. Et puis, je dirais que le dernier sprint, le dernier 6 mois, ce sont des journalistes comme toi, comme moi, qui ont passé du temps à l'antenne de leur rappeler qu'il y avait cet enjeu-là. Et là, il y a plein de petites firmes, de firmettes qui sont arrivées dans le décor en disant, ben nous, vous êtes une petite entreprise, on peut regarder ça ou télécharger tel logiciel, vous allez voir si vos appareils sont prêts à passer le cap. Ça affectait pas les Mac avaient un autre problème. Hein. Mais donc, c'était dans l'univers PC. Et moi, j'ai l'impression et la certitude que s'il n'y avait pas eu le travail, il y a 5 ans en amont, mais aussi le travail d'alerte des 6 derniers mois, le tam-tam, ça n'aurait pas été aussi joyeux, puis la plupart des journalistes qui avaient couvert le truc n'auraient pas eu la mine basse le lendemain en disant finalement, c'était plus tranquille. Finalement, ça avait passé. Non, mais t'as raison, il y a 2 façons de voir les choses. Mais moi, j'ai toujours pensé sur le coup, c'est justement parce qu'on en a beaucoup parlé avant et que les entreprises avaient pris les choses en main, qu'il ne s'est rien passé de vraiment grave. Et toi, tu étais sur la brèche aussi, j'imagine, à ce moment-là. Écoute, j'étais en lien avec quelqu'un qui était dans un observatoire à Montréal qui avait été monté par l'Université du Québec, qui était devenu comme l'observatoire du Y2K à Montréal. Et j'étais en liaison, mais j'étais tranquille chez nous, puis le téléphone n'a jamais sonné. Mais je t'en parle, puis je voulais t'entendre parce que un petit peu plus tard dans le podcast, je parle avec un Nelson Dumais qui lui qui est le dernier des Mohicans de journalistes en informatique, qui lui, ça fait longtemps, je pense qu'il a commencé dans les années 70 à couvrir l'informatique et avec lui, on se remémore cette époque-là et tout le travail qui avait été fait là, pour justement s'assurer que ça passe en douceur malgré les mises en garde et les cris de certains. Super sujet, très, très bonne idée, qui nous replonge 25 ans en arrière. Sinon, toi, de ton côté, de quoi tu parles? Cette semaine, je parle de biohacking. Alors, c'est une interview, écoute, passionnante. C'est pas pour la survendre, mais franchement, j'ai interrogé Arnaud Auger, qui est un Français qui vit en Californie, dont le métier est il travaille dans un fonds d'investissement, c'est une chose, mais surtout, il se présente comme biohacker. C'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui a basé sa vie sur les capteurs. Il a évidemment ce qu'on utilise aussi toi et moi, montre connectée, bague connectée, des choses comme ça. Il traque au jour le jour sa santé et il en a fait véritablement une philosophie. Ça lui a déjà permis de perdre énormément de poids et même, explique-t-il, de gagner une espérance de vie supplémentaire. Donc c'est super intéressant et vraiment je pense que ça interpellera beaucoup de monde. Et puis du biohacking au bioprocessing, il n'y a qu'un pas. Donc ma deuxième interview que je vais franchir sans vergogne et je reçois Fred Jordan qui dirige une société qui fait un truc assez étonnant, qui fait des bioprocesseurs. Voilà, ça se passe en Suisse, ça s'appelle Final Spark et pour en savoir plus, rendez-vous à l'écoute de Monde Numérique cette semaine. Espèce de titilleur professionnel. Jérôme, je vais te remercier d'être passé comme ça dans mon carnet. Et puis, pareillement. Puis je t'invite avec les auditeurs à venir faire un tour pour entendre parler du bug de l'an 2000 notamment. Tu vas voir, ça va te ramener de bons souvenirs. Merci Bruno. Salut, à la semaine prochaine. Allez, bye. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet.
Je vous le disais au tout début, j'ai fait une entrevue avec le Père Noël. C'est bien vrai, mais je n'ai pas été au pôle Nord, je ne me suis pas rendu dans un centre commercial ou encore je n'ai pas utilisé la vidéoconférence. Non, j'ai pris mon téléphone intelligent et je lui ai parlé par le biais de l'application mobile ChatGPT. Pour le temps des fêtes, OpenAI vient d'ajouter la voix du Père Noël, enfin le personnage du Père Noël, dans les voix disponibles pour nous répondre vocalement. Voici mon entrevue avec le Père Noël. Est-ce que vous parlez en français, Père Noël? Oh, 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 bien sûr, je parle le québécois. C'est toujours un plaisir de discuter avec mes amis du Québec. Qu'est-ce que tu aimerais trouver sous le sapin cette année? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que je mérite selon vous? Oh, 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 je suis certain que tu mérites quelque chose de merveilleux. Peut-être un cadeau qui te rendra heureux et te rappellera l'esprit de Noël. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir cette année? Oh, oh, oh! Est-ce que je pourrais avoir un abonnement gratuit à ChatGPT? Oh, 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 oh! Je ne sais pas si je peux mettre un abonnement ChatGPT dans ma hotte, mais je vais certainement transmettre ton souhait à mes amis d'OpenAI. En attendant, peut-être que tu aimerais un autre petit cadeau magique pour Noël. Oh, oh, oh! Ben, moi, c'est pas vraiment un cadeau de Noël, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous allez livrer des cadeaux dans toutes les maisons à travers toute la planète du 24 au 25 décembre? Oh, oh, oh! Absolument! Comme chaque année, je m'apprête à voyager à travers le monde avec mon traîneau magique et mes fidèles reines pour livrer des cadeaux à tous les enfants sages dans chaque maison du 24 au 25 décembre. C'est une nuit magique remplie de joie et de bonheur. Oh, oh, oh! Père Noël, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que c'est vrai qu'entre deux Noëls, vos lutins travaillent chez Amazon? Quelle drôle de question! Mes lutins sont très occupés toute l'année à fabriquer les jouets, à préparer les listes et à entretenir l'atelier au pôle Nord. Ils sont des experts en magie de Noël et ils adorent apporter de la joie aux enfants du monde entier. Ho, ho, ho! Ben, merci, Père Noël, puis je vous souhaite de bons préparatifs pour votre livraison. Merci beaucoup, mon ami. Je te souhaite également de très joyeuses fêtes et une belle préparation de Noël. Que la magie de Noël soit avec toi. Ho, ho, ho! Autre personnalité qu'il me fait plaisir d'accueillir cette semaine dans mon carnet, c'est l'ex-journaliste informatique Nelson Dumais. Aujourd'hui, il est réalisateur web télé chez Productions Ferrisson, mais vous l'avez probablement lu à l'époque dans la presse, Le Devoir, Les Affaires, Direction informatique, puis à la télé, vous l'avez peut-être vu à TQS. Alors, à ce temps-ci de l'année, il y a 25 ans, on parlait du bug de l'an 2000, le fameux Y2K. Souvenez-vous. Le fameux bug de l'an 2000 est devenu une expression courante dans les foyers du monde entier et à une dizaine de jours du passage de l'an 2000, la crainte d'une panne d'ordinateur est tout à fait palpable. On entend Stéphane Bureau, alors animateur du téléjournal de Radio-Canada, qui présentait un reportage qui faisait le point sur le pied de guerre à la veille du passage. Et puis, le 1er janvier, le lendemain, on entendait plutôt ça au bulletin de nouvelles de TVA animé par Sophie Thibault. Bien, les plus alarmistes nous disaient que la planète allait exploser littéralement. Eh bien, tout ce qui a éclaté hier dans le monde, ce sont des milliers de feux d'artifice qui ont coloré le ciel des grandes villes. Le passage à l'an 2000 s'est donc fait avec panache. Le bug connaît pas. Voilà, que de souvenirs. Pour revenir sur cette histoire, ce moment historique de l'informatique, on va aller rejoindre l'ex-journaliste qui avait couvert l'événement à l'époque. Bonjour Nelson Dumais. Bonjour. Ça fait un sacré moment que je t'ai pas parlé. Nelson, quand je te dis bug de l'an 2000, qu'est-ce qui te vient en tête? Ah, il me vient en tête toutes sortes de choses. Il me vient en tête des langages informatiques. À l'époque, quand on a commencé à s'intéresser à ça, il fallait écrire des papiers, il fallait en parler, il fallait avertir le monde. Il y avait cette misère qui s'en venait. Et on blâmait des langages informatiques qui avaient été mal conçus, mal adaptés. On a réalisé finalement que ce n'était pas les langages informatiques. Je prends le COBOL, Fortran,
Bon, le COBOL, c'est un langage encore prospère aujourd'hui. Il fonctionne 25 ans après le bug. On a accusé le COBOL d'être responsable en bonne partie du bug. C'était pas le langage qui était pas bon, c'était les programmeurs qui avaient pris comme habitude, pour sauver du temps de mémoire, au lieu d'écrire 1901-998 pour 1998, 1999, ils écrivaient 99. Ils sauvaient deux espaces de caractères. Puis ça, c'était plus que ça parce que ça entraînait il fallait réparer. Parce qu'on pensait. Mais ça a l'air, Nono, quand on en parle 25 ans plus tard, mais à l'époque, c'était significatif d'économiser 2 caractères, là. Ben oui, c'était pas. Aujourd'hui, on parle de terabytes dans nos machines ordinaires. Puis à l'époque, on était en K puis en meg. C'est ça. Et il fallait sauver du temps de mémoire, du temps de calcul. Et les gens faisaient ça. Puis pire que ça, ils avaient la mauvaise habitude, les programmeurs à l'époque, de terminer un programme en écrivant 9999. C'était un code comme les journalistes écrivent 30 à la fin d'un communiqué. Eux, ils écrivaient 9999. Ça veut dire, la machine interprète ça comme étant le 9 septembre 1999. Donc, on pensait que, rendu là, à partir de ça, c'est une première alerte, le 9 septembre. Tout à fait. Et on pensait que les machines capoteraient. Mais non, ça a continué. Mais là, on s'est dit, ouais, mais ils ne pourront pas interpréter les 2 derniers chiffres, 00 de l'an 2000, 2000. T'enlèves t'enlèves les 2 premiers chiffres, 2-0. Là, tu te ramasses avec seulement 0-0. Il n'y a pas de machine qui va comprendre ça. Il faut donc d'urgence, réparer tout ça. Et là, ils sont mis à réparer ça. Les gouvernements ont traîné la patte, ils ont été dans les derniers. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a oublié une chose. Ce n'est pas les programmes banquiers, les programmes de compagnies d'assurance qui sont en COBOL, qui étaient les pires. C'est dans des petites shops obscures, la machine outil qui a une horloge là-dedans qui dit qu'à 8h34 des 2 secondes, il y a une machine qui va partir pour entraîner un workflow. Et ça, là, comment tu fais? Là? D'abord, ça fait 25 ans que c'est accroché sur le mur. Sors un gros tournevis, tu ne sais même pas comment l'ouvrir pour entrer dedans, pour refaire la programmation. Alors, je te jure, il y a des programmeurs qui avaient pris leur retraite puis qui sont rentrés là-dedans. Les autres, ils ont eu du fun. Là. Ils ont travaillé beaucoup. Ils ont fait beaucoup d'argent d'un coup sec. Et après ça, c'est ça. Et nous, les journalistes, on s'était fait appeler, on s'était fait dire, devenez, sauvez votre nation, quasiment. Moi, je me rappelle, j'avais fait partie d'un commando au journal Les Affaires. On se promenait partout, puis c'était pas montrez-moi la preuve que vous êtes conforme à l'an 2000. C'était qu'avez-vous fait, monsieur, pour vous préparer pour l'an 2000? Et là, les gens disaient ben, on se pense correct, on a acheté tel produit, ça coûtait 35 pièces US, puis on a tout vérifié nos machines, puis on est correct. On en parlait beaucoup. À l'époque, je travaillais pour plusieurs journaux, dont j'avais une chronique au Journal de Montréal à l'époque, et j'ai fait rire de moi. Il y a des chroniqueurs qui sont même moqués de moi un petit peu, parce que le 1er janvier 2000, il n'y avait rien qui avait sauté à Montréal. Tout marchait, c'était tout beau. Alors moi, je m'étais énervé pour rien. Mais non, me suis-je insurgé. Je ne me suis pas énervé pour rien. À force d'en parler, tout le monde l'a fait. Avais-je raison? Je ne le saurai jamais. Nelson, il faut remettre ça en contexte. Le bug de l'an 2000, on en a beaucoup parlé dans les derniers mois de l'année 1999, mais 5 ans avant, les gros joueurs, là, puis tu en parlais, les banques, les systèmes d'assurance, les transporteurs aériens, ils avaient fait le gros du travail déjà à ce moment-là. Les CGI de ce monde avaient déjà commencé à faire du travail. Ça a duré pendant au moins 5 ans. Alors, puis c'est drôle parce que les derniers mois, on les a passés justement à dire on ne sait pas ce qui va se passer, Mais moi, je me souviens d'avoir vu des gens d'Air Canada être un peu nerveux à chaque fois qu'il y avait un avion qui partait parce qu'ils les voyaient partir avant minuit et ils ne savaient pas si ça allait atterrir après minuit. On va revenir. Ah oui, c'était effrayant. Te souviens-tu où tu as passé ton 31 décembre 1999? Oui, j'ai mangé de l'agneau dans l'arrière-pays de Granby, dans une cabane à sucre recyclé. Puis là, on s'est dit,
si l'électricité manque à cause du bug, là, on s'en fout. On est dans une cabane à sucre qui est chauffée avec des rôtissoirs partout. Et toi, tu étais où à ce moment-là? Ben écoute, j'étais chez nous, mais je me souviens que l'UQAM avait organisé un observatoire. C'était Michel Dumais, qui n'a aucun lien de famille avec toi, là, on va le rappeler, qui avait organisé ça avec l'UQAM, et c'était un centre de veille. Et finalement, ils avaient passé une petite soirée tranquille. Ils avaient regardé Bye Bye comme tout le monde. Et puis, ça s'était bien passé. Mais quand tu regardes ça, 25 ans plus tard, là, puis on le disait, on a fait, mais toi encore plus que moi, là, mais on a fait beaucoup de travail pour familiariser les gens, même sur leur ordinateur personnel, de se préparer, de s'assurer que ça allait bien faire le changement de temps. Mais quand tu regardes ça 25 ans plus tard, est-ce que tu trouves que tu as eu raison de faire tout ce que tu as fait à l'époque? Bien, de bonne foi, j'ai participé à un mouvement visant à ameuter les troupes, à avertir les gens qu'il pouvait y avoir des problèmes. On me disait que le gouvernement n'était pas prêt, que de grosses agences n'étaient pas prêtes. On ne m'assurait pas que toutes les machines de l'Hydro-Québec étaient capables de passer le cap de l'an 2000. On était prudent dans les réponses. Et moi, comme journaliste, ben, si je t'interviewe et tu es très, très prudent dans ce que tu me dis, ben, viens anguille sous roche, là. On est malicieusement formés dans nos têtes, nous, puis on croit que, bon, mais j'ai fait le travail. On a ri de moi un petit peu parce que je n'avais mis beaucoup. Mais je suis convaincu que si tout le monde, comme moi, ont fait ce que j'ai fait, ce que la plupart des journalistes ont fait, ben on a bien fait de le faire. Si c'était recommencé, je le ferais parce que je n'avais pas de certitude que tout était. Écoute, j'ai fait des shops à l'époque, je t'en ai parlé tantôt. C'était épouvantable. L'épaisseur de poussière par-dessus la machine qu'il fallait mettre à niveau, là. Moi, ça ne m'inspirait pas confiance, cette affaire-là. La shop de ce gars-là ne marchera pas le 1er janvier. Là. Ben, elle a marché, sa shop. Il avait mis le chapelet à sa corde à linge, puis ça a bien passé. Nelson, je veux profiter du fait que je te parle. Tu as travaillé, ben, on a pu te lire, tu le disais, dans le Journal de Montréal, on a pu te lire dans la presse, dans le Devoir, dans la direction informatique. De mémoire, je pense, dans les affaires aussi, à un moment donné. Oui, les affaires, j'étais là. J'ai même été permanent un petit bout de temps. Là. Bon, tu vois. Et tu as même été à la télé, à TQS, on pouvait te suivre. Quand tu regardes ça, bien évidemment, tu suis moins le beat informatique parce que maintenant, bon, tu es réalisateur web télé dans ta boîte de production, là, Ferrisson. Ouais. Mais quand tu regardes la technologie aujourd'hui et tu repenses à tes années folles d'il y a 25 ans, est-ce que tu es content ou ça te manque de couvrir ce monde-là? Ah, moi, j'arrête pas. Si je peux trouver quelqu'un qui s'intéresse à ça et je peux commencer à lui en parler, je deviens intarissable. J'ai eu la chance, puis on est quelques-uns comme ça, je pense à Yann Dorcelot, toi aussi, tu sais, on a eu la chance d'arriver là-dedans au début de la révolution informatique. On ne parle pas de Steve Jobs au début de l'an 2000. Là. Je te parle, moi, du début des années 1990, 80, c'est-à-dire 80. J'ai eu le premier Mac, moi, qui est sorti en 1984. J'ai eu une machine Xerox, un traitement de texte en 79. Mais j'ai été aux premières loges, je ne suis pas le seul, on est quelques-uns à Montréal, d'avoir été aux premières loges de cette révolution qui s'est mise en place avec des grosses disquettes molles, après ça, des disquettes moins grosses, moins molles, plus sérieuses. Après ça. Hey, je me souviens de mon premier disque rigide que j'avais acheté, c'était en 1985, c'était un 10 mégabytes. Livré dans une remorque? Quasiment, ça se branchait à la sortie imprimante de l'ordinateur et tu branchais l'imprimante là-dessus après. Et ça, là, j'avais payé ça 2500 pièces. Il y a des gens qui venaient chez nous voir ça comme si c'était un exhibit de musée. C'était effrayant. À l'époque, j'ai tout vu ça se mettre en place. Imagine-toi le trip que j'ai eu quand Steve Jobs est arrivé de retour chez Apple. Et là, ça a été la révolution des ressources. Plus, tu pouvais faire ta programmation musicale, ta programmation vidéo. Les logiciels sont apparus, les appareils. On pense au iPod, après ça, l'iPhone, après ça, l'iC, tout ça. Cette philosophie qui a chambardé l'industrie. J'ai été là aux premières loges. Apple nous payait les voyages pour aller assister au lancement du iPhone. Jobs en a lancé je pense que c'est comme 3 mois avant de mourir. Et j'étais là. Tu sais,
Non, tu dis, ça intéresse qui aujourd'hui? J'irais voir un éditeur qui a faim, là, qui veut publier un livre absolument. J'y offrirais ce sujet-là. Ça ne l'intéresserait pas. Moi, ça m'intéresse. Ça me fascine. Je trouve que j'ai participé à un pan de société, un pan d'évolution de la société important, majeur dans l'histoire de l'humanité. J'étais là comme journaliste pour en témoigner sur une base quotidienne. Ça, là, je me trouve très privilégié d'avoir vécu ça. Ben, j'en fais plus, là. Je me sers de ces appareils-là pour produire des trucs, mais avant, j'en parlais, je m'en servais pas. Là, je m'en sers. C'est différent. Je blasphème sur une base quotidienne contre Apple, contre Microsoft. Comme tes lecteurs le faisaient à l'époque. Mais, oui. mais Nelson, tu parles de la révolution informatique. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression de revivre un peu ça avec l'arrivée puis l'utilisation de l'intelligence artificielle? Comment c'est en train de bousculer toutes les pratiques? Je me sers effectivement de l'intelligence artificielle dans une catégorie très précise de préoccupation. C'est que pour avoir les plus belles images dans mes... Moi, je fais les gens me comptent leur vie, là. C'est ça, en gros, ce que je fais. Et là, ben, ils ont plein de photos. Puis, généralement, c'est des photos pas jojo, là. Le rouge est parti, c'est bleuâtre, là, c'est jaune, c'est drap. Les pires photos datent des années 70, terrible. Et là, moi, j'ai des logiciels d'intelligence artificielle qui rendent ça parfois là, impeccable. Nickel. Plus beau qu'à l'époque, oui. Ah ouais, c'est du Photoshop plus. Là, et c'est rendu là. Je me dis, dans 2 ans, ça va être quoi? Ça va être... On va pouvoir recréer des photos qui sont disparues. Je ne sais pas à quel point ça va être rendu, mais ça va tellement vite. C'est quoi? Ça fait 1 an et demi que j'utilise ces logiciels-là à peu près. Et je vois l'évolution ultra rapide, la qualité que ces produits-là, qui ne coûtent pas une fortune, by the way. Ça coûte. Moi, j'utilise des produits à 75$, à 150$, pas des trucs dans les 4 chiffres, là, tu sais. Alors, ça va vite. Puis, les gars comme moi, qui sont dans l'industrie vidéo, si on ne suit pas, si on n'embarque pas là-dedans, on va être vitement dépassé, rejeté de côté. C'est fini, là. T'es dedans, puis tu t'embarques, ou tu t'embarques pas parce que c'est de la cochonnerie, l'intelligence artificielle, parce que ça peut changer les réalités, parce que ça peut ternir des réputations, parce que ci, parce que ça. Soyons sérieux, là, c'est un outil que si tu t'en sers correctement, ça peut améliorer de façon considérable ta productivité. Je parle d'image, traitement d'image. Ouais. Traitement vidéo, j'ai fait un test. J'ai pris un segment d'une émission que j'ai faite, un segment de 27 minutes. Tu sais combien de temps que ça m'a pris pour l'optimiser? Pas loin d'1 mois. À temps partagé. J'ai mis ça sur un Mac, un gros Mac, là, tout seul dans son coin, puis ça emmerdait. J'ai dit, fais-moi ça. Il a mis 1 mois pour optimiser cette affaire. Au bout du compte, là, je ne peux pas rien faire avec ça parce que à un moment donné, tu as des ombrages, là, puis le logiciel interprète l'ombrage comme étant une marque. Le gars se ramasse avec 2 oreilles. Pas 2 oreilles, mais une oreille perforée entre. Puis un œil qui est comme sorti comme ça. Le logiciel interprète des trucs. Là, ils sont rendus encore là. Ils ne sont pas rendus au point de. À moins de payer des fortunes, mais pour monsieur, madame, tout le monde, continuer dans la révolution de prise en charge personnelle des choses de créativité. Apple avait lancé, Microsoft continue, au début de l'an 2000. Pour continuer là-dedans, monsieur, madame, tout le monde, avant d'arriver à des résultats qui vont lui faire plaisir en intelligence artificielle, il faudra attendre encore une couple d'années. Mais pas 20 ans. Ça s'en vient. De mon vivant, je vais voir ça. Nelson, en terminant, quand tu regardes, une autre révolution que tu as vue passer, mais qui est encore plus flagrante maintenant, c'est l'évolution du téléphone intelligent. Ça aussi, ça a énormément changé. Comment tu vois ça? Bien, j'ai du fun des fois quand je tombe sur des vieux, les gens de mon âge, qui disent « Ah, moi, un téléphone, c'est pour téléphoner. » C'est bon, mais non, téléphone, c'est une espèce de boussole. C'est Wikipédia. Si tu arrêtes d'être nono, si tu veux, si tu sais que tu arrêtes d'un téléphone aujourd'hui, tu peux ne plus être nono. Tu peux avoir une réponse intelligente. Tu peux faire des photos, tu peux faire des vidéos, tu peux faire n'importe quoi avec ça. C'est un instrument de créativité. C'est un complément à toi, à ta personne. Et c'est rendu là. Tant mieux. Moi, j'applaudis. Bon, évidemment, il y a un problème avec les téléphones. C'est plus tu vieillis, moins tes yeux sont capables d'être vifs et rapides et percevoir tout ce qu'il y a sur ton téléphone. La grosseur des caractères, ça me prend des bonnes lunettes pour utiliser le téléphone, tu vois. Et c'est un problème.
L'outil principal devrait être greffé. Il devrait y avoir un greffon dans ma tête avec un processeur qui passe l'an 2000, bien sûr, mais un processeur qui est là, puis qui n'a pas besoin de lire. Une espèce de Siri mentale. Ça va arriver à ça un jour. Pour l'instant, le problème des téléphones, c'est l'accès à l'information par des yeux vieillissants qui nécessitent des orthèses épaisses de plus en plus. Et c'est ça. Nelson Dumais, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour parler, de revenir sur le bug de l'an 2000. Merci. Je reconnais ton franc-parler. Ça fait tellement plaisir d'être content. Puis je te souhaite beaucoup, une bonne fin d'année 2024 puis un bon début de 25. Mais toi de même. Salut. Si tu vois les copains, tes saluts de ma part. Avec plaisir, salut. Salut. Cette semaine, Google a mis en ligne ses rétrospectives annuelles de recherche et de musique de l'année. Et pour revenir là-dessus, avec une attention toute particulière pour le Québec, on va aller rejoindre Simon Langlois. Il est responsable des communications externes chez Google Canada. On va revenir avec lui sur les grandes tendances de recherche de cette année sur Google et YouTube, un véritable reflet des intérêts et préoccupations des Québécois. Bonjour Simon Langlois. Bonjour Bruno, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Simon, quand toi, tu regardes ça, qu'est-ce que tu vois comme grand thème ou événements qui ont dominé la recherche d'abord sur Google? Oui, en fait, sur Google, ce qu'on voit qui a vraiment dominé cette année, c'est le sport. Malgré le fait qu'on est au Québec et que c'est vraiment une nation du hockey, on se surprend à voir que c'est vraiment le soccer, dans le fond, qui a dominé cette année. Ça, c'est une tendance qu'on voit souvent, en fait. Donc, l'année dernière, on avait la Coupe du monde féminine. Cette année, on avait l'Euro 2024 suivi de la Copa América. Donc, on voit que les Québécois sont très, très, très intéressés par le soccer. Sinon, il n'y aura pas de surprise là, mais c'était une année d'élection américaine. Donc, c'est un des plus grands sujets qu'on a vu ressortir dans nos tendances sur Google. Et ensuite, le troisième gros point que j'ai vraiment vu cette année, c'est les recherches par rapport aux phénomènes naturels. Donc, on se souviendra de l'éclipse solaire totale du mois d'avril et des aurores boréales qui étaient visibles au Québec à plusieurs moments cette année. Ça, c'est les bons côtés des phénomènes naturels. On a aussi vu beaucoup de recherches sur l'ouragan Milton, les inondations dans le sud du Québec et les feux de forêt de Jasper. Donc, on parle aussi des catastrophes naturelles. Oui, qui sont aussi présentes dans les requêtes. Il y a aussi, puis ça se dément pas d'année en année, les requêtes liées au pourquoi ou au comment. Google est vraiment devenu le premier lieu où on va, puis souvent, même des fois, on va carrément sur YouTube pour savoir comment ça se fait. YouTube et Google demeurent quand même les deux endroits où les gens vont d'abord. Absolument, puis encore une fois, cette année, c'était le cas. Donc, je parlais des éclipses. Il y a eu beaucoup de recherches par rapport à l'éclipse. Donc, est-ce qu'une éclipse est vraiment dangereuse? Les gens se demandaient ça. La réponse est oui, regardez-la pas directement. Qu'est-ce qu'une éclipse solaire? À quelle heure est l'éclipse solaire? Donc, les gens voulaient vraiment savoir quand la regarder, mais aussi comment. Il y a plusieurs questions qui étaient au sujet de comment fabriquer une boîte à éclipse, comment savoir si mes lunettes à éclipse sont sécuritaires. Donc, les gens s'intéressaient vraiment à ce phénomène-là. Sinon, quelque chose qu'on a vu beaucoup au Québec cette année, c'est les questions par rapport à la nourriture. Donc, je ne sais pas si les Québécois se sont lancés dans une aventure culinaire, mais il y avait beaucoup de questions dans le sens de pourquoi les cornflakes ont été inventés, comment faire des crêpes. J'avoue que je suis coupable de celle-là, je l'ai regardé cette année aussi. Sinon, comment conserver les fraises, comment faire mûrir des avocats et aussi comment se débarrasser des mouches à fruits, que je trouvais qui était très intéressant. On voit ce qui passe dans la tête des gens. Est-ce qu'il y a par rapport aux tendances là, spécifiques, puis tu parlais du Québec, est-ce qu'il y a des tendances qui sont propres au Québec, qui sont vraiment un reflet de la culture québécoise, si on la compare aux Canadiens, mais aussi à l'extérieur? Absolument. Là où je vois la plus grande différence avec le Québec, entre le Québec et le Canada ou à l'extérieur, ça sera dans notre liste des athlètes. Donc, il y a eu les Jeux olympiques de Paris cet été, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de nos athlètes qui ont été des Olympiens. On pense par rapport à, par exemple, à Iman Khelif, donc la boxeur, Summer McIntosh, Simone Biles. Mais au Québec, beaucoup de nos athlètes qui sont ressortis sont des joueurs du Canadien de Montréal.
je disais plutôt que ça a été une grosse année pour le soccer, mais ça serait pas le Québec s'il n'y avait pas de recherche de hockey ou du Canadien. On pense, par exemple, à Patrick Laney qui a été échangé au Canadien, puis qui s'est ensuite blessé au genou, il s'est absenté de l'équipe. Donc, il y a eu beaucoup de recherches par rapport à ça. Lane Hudson, qui est un des jeunes talents les plus prometteurs de l'équipe, il a scoré son premier but, donc il y a eu beaucoup de recherches après ça. Mais aussi à Ivan Demidov, qui a été repêché par Montréal, qui va joindre l'équipe à la prochaine saison de hockey. Ça a généré beaucoup de recherches parce que les gens ont beaucoup d'espoir en ces joueurs-là et espèrent qu'ils vont peut-être nous ramener la coupe. On peut espérer. Il y a aussi le domaine du podcast qui commence à marcher fort sur YouTube. Ça a toujours été présent parce qu'il y a des gens qui mettaient des versions vidéo de leur podcast, mais depuis que Google Podcast a fermé les portes et que maintenant on invite les podcasteurs à aller sur YouTube, ça aussi, ça a pris d'importance dans l'écosystème et même au Québec. Totalement. Et ce qui est le fun au Québec, c'est comme tu disais, on voit beaucoup de podcasts vidéo se joindre à YouTube. Ce qui démontre aussi que c'est des podcasts sur plusieurs sujets en fait. Donc les gens vont aller sur YouTube. Si ils recherchent des informations sur le sport, par exemple, sur un événement sportif, ils vont aller trouver un podcast sportif sur YouTube. À chaque année, on lâche une liste des créateurs québécois à découvrir. Cette année, on avait un podcast justement sur la liste qui s'appelle La vie sociale. Mm-hmm. Donc, c'est Camille DS, Calardi qui ont parti de leur podcast où à chaque semaine, ils ont un invité, ils vont parler un peu de tout. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on a vu exploser au Québec particulièrement cette année. Et pour moi, ça démontre vraiment que les gens continuent à utiliser ces plateformes-là, donc Google et YouTube, pour aller s'informer sur des sujets divers, des sujets qu'ils veulent approfondir. Donc, on parle du sport, on parle des jeux vidéo aussi, on parle de la technologie, on parle de vraiment tous les sujets possibles. Ben, YouTube est la place où les utilisateurs ou les Québécois vont pouvoir aller trouver cette information-là qu'ils recherchent. En terminant, Simon, tu le disais du côté de Google, beaucoup d'intérêt à trouver de l'information par rapport aux élections américaines, par rapport au cinéma, par rapport au sport. Est-ce que c'est la même chose du côté de YouTube? Oui, absolument. Donc, je pense que, comme tu disais, les gens veulent le voir. YouTube, on a remarqué beaucoup de recherches au niveau de la musique, par exemple, ou même qui est lié avec les films. Je pense à Deadpool et Wolverine qui est sorti plus tôt cette année. Donc, le film, oui, a été un super gros succès, mais ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a remis à jour certaines chansons qui étaient du passé. On pense à Bye 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 de NSYNC, par exemple. Donc, je veux pas faire trop de divulgateur, mais il y a une scène dans le film où Deadpool danse sur cette chanson-là. Et ensuite, il y a eu beaucoup de contenu qui a été créé, des gens qui refaisaient la danse ou des gens qui réutilisaient cette chanson-là. Donc, ça l'a vraiment remis au goût du jour, en guillemets, certaines chansons qui étaient populaires dans ma jeunesse. Et ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est l'effet que ça a eu sur la culture populaire. On pense que NSYNC sont retournés sur YouTube, ils ont changé le nom de la vidéo de Bye 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 pour The Song from Deadpool and Wolverine. Quand même. Donc, j'ai trouvé ça très drôle de voir l'effet que la culture populaire peut avoir sur YouTube et sur la culture du passé, mais le contraire également, parce que comme la chanson devenait de plus en plus populaire sur YouTube, NSYNC a un peu pris cette opportunité-là pour faire un stunt. Donc, c'est super intéressant comment tout s'embrique. C'est intéressant parce qu'on a souvent dit que YouTube démarrait des carrières, mais dans le cas de NSYNC, c'est repart des carrières. Absolument, mais comme on disait, démarrer des carrières, on parlait des podcasts tout à l'heure, mais c'est vraiment une belle façon de partir son podcast sur YouTube, par exemple, de se créer un auditoire et ensuite... On a vu des gens partir des podcasts sur YouTube, ensuite aller à la radio et tout. Donc, c'est vraiment une belle plateforme pour commencer un projet et se lancer dans une aventure. Simon, ça a l'air de quoi chez Google, chez YouTube 2025? Dans le fond, je pense qu'en 2025, les créateurs ils vont vraiment continuer à innover. C'est vraiment quelque chose de beau, mais je pense qu'au niveau du podcast, on va continuer à voir ça exploser. Une autre des tendances qu'on a vues qui s'en venait énormément, c'était l'animation sur YouTube. Donc, on parle du dessin d'animation. Et il y a par exemple eu 2 séries d'animation en ce moment qui sont sur Netflix et sur Prime, qui ont commencé sur YouTube à la base. Donc, on pense à Has Been Hotel et à The Amazing Digital Circus. Et ça, on pense qu'on va en avoir beaucoup plus prochainement. J'ai par exemple un YouTuber québécois qui s'appelle Matt Mott, qui lui a commencé à faire de l'animation. Donc, il parle de tous les sujets possibles, que ce soit les clichés québécois, le jeu vidéo, ou même de l'hiver au Québec. Donc, il fait des animations qui sont super rigolotes, mais super bien faites. C'est un talent que j'aimerais beaucoup avoir.
Mais des gens comme ça qui se partent un projet, qui le font grossir sur la plateforme, c'est vraiment ce qu'on s'attend à voir en 2025. Ben, Simon Langlois, je pense qu'on peut juste inviter les gens qui nous écoutent, et s'ils ne l'ont pas vu, d'aller sur Google pour voir la rétrospective. Idem, aller sur YouTube pour prendre quelques minutes pour regarder la vidéo. C'est fort intéressant. Simon Langlois, responsable des communications externes chez Google Canada, avec un petit œil particulier sur le Québec. Merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup, Bruno. Et bonne fin d'année. Bye. Merci à toi aussi. Bye bye. Une nouvelle étude publiée par le Conseil du patronat du Québec dresse un portrait intéressant, mais surtout préoccupant, de l'adoption de l'IA par les entreprises québécoises. Malgré son potentiel reconnu pour transformer les affaires et stimuler la production, l'IA reste sous-utilisée au Québec. On y apprend que 73% des entreprises québécoises peinent à identifier clairement les besoins opérationnels auxquels l'IA pourrait répondre. Alors, j'ai pensé inviter David Beauchemin. Il est le directeur des données et de l'intelligence artificielle chez Microsoft Canada parce qu'il a justement donné une conférence sur le sujet des PME et de l'IA cette semaine. Bonjour, David Beauchemin. Bonjour. David, quand vous entendez ces chiffres-là, 73% des entreprises québécoises qui peinent à identifier des besoins opérationnels, est-ce que ça vous surprend? D'un côté, oui, et d'un côté, non. Je dirais, pourquoi je suis surpris, c'est que il y a un potentiel incroyable avec l'intelligence artificielle, mais en même temps, pourquoi je suis pas surpris, c'est qu'on peine à capitaliser parce que souvent, il y a un manque de formation, une méconnaissance de la technologie. On peine à s'apprivoiser la technologie. Des fois, on se dit, on va attendre un petit peu, puis on va laisser passer, et ensuite, une fois que ça sera un peu mieux établi, on va se lancer. Le problème avec ça, c'est qu'on risque de manquer la vague. Si on se compare à ce qui se fait ailleurs au Canada, est-ce qu'on est moins pire? Est-ce qu'on est pire? À quoi ça ressemble? Je pense que ce qui est intéressant au Québec, c'est qu'on a une belle base académique en intelligence artificielle. On est reconnu comme un centre où il y a une masse critique de scientifiques, de chercheurs. Donc ça, on avait déjà une longueur d'avance. Ça nous aide, mais c'est toujours difficile de sortir du laboratoire, d'aller à l'intelligence artificielle appliquée. Ce qu'on voit ailleurs au Canada, c'est qu'il y a un petit peu plus d'accélération dans l'adoption de la technologie. Alors, ça s'inscrit au Québec dans ce courant où on est souvent réticent à adapter la technologie. On attend un petit peu que ça soit mis en place et on risque malheureusement de manquer l'opportunité. Mais ailleurs dans le Canada, si je prends par exemple, je pense à la Manuvie, une grande institution financière, déjà eux, ils ont dit que tout leur processus, toute l'entreprise, les services financiers, allait être refait. Ils vont piloter leurs opérations par l'IA générative. Donc déjà, il y a une longueur d'avance ailleurs au Canada et on commence au Québec à l'utiliser, mais on a un retard quand même. Vous diriez quoi à un chef ou une chef d'entreprise, une PME, là, on ne parle pas d'une énorme entreprise comme Manuvie, par exemple, qui voudrait changer les choses? Comment ils s'y prennent? Par où ils commencent? Ce que je trouve particulièrement intéressant avec l'IA générative, c'est que les coûts d'utilisation pour tester, pour lancer un projet pilote, une preuve de concept, sont pas comme les anciens projets technologiques qui souvent étaient coûteux. On peut s'y lancer, on peut s'essayer à l'intérieur de quelques heures, à l'intérieur de quelques jours, puis tester des idées, tester des concepts. La technologie avec l'IA générative, essentiellement, est disponible pour tout le monde. On a démocratisé l'accès à la technologie. Donc ça, c'est pour une PME une occasion incroyable de dire, on va se lancer, on va tester nos idées et voir rapidement est-ce que cette idée-là peut fonctionner dans mon entreprise ou non. Donc, ça nous permet rapidement de qualifier. Puis ensuite, quand on est prêt à l'amener au niveau production, le déployer à grande échelle, les outils sont là pour le faire rapidement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement différent des technologies passées. Puis on le voit avec l'intelligence artificielle générative. Il y a un rapport de IDC qui est sorti cette année au mois de novembre qui disait que chaque $1 investi en IA générative donne 3,70 $ de retour. Donc, les preuves sont au rendez-vous et encore là, ça prend pas beaucoup de sous pour démarrer. Je comprends que pour tester des concepts ou pour voir comment on peut le faire, les Anglais disent utiliser le low-hanging fruit là, pour commencer à faire rouler la balle. Mais si on va un petit peu plus loin, en conférence cette semaine, vous parliez des données, les données qui sont le carburant pour l'IA. Ça demeure que si on veut aller sérieusement puis utiliser sérieusement l'intelligence artificielle,
À un moment donné, ça va aller plus loin que juste des requêtes, des prompts. Il va falloir brancher ça sur des données. Comment on fait ça? Mais ça, si on regarde dans les dernières années, beaucoup d'entreprises avaient parti un programme de consolidation des données. Des fois, on appelle ça un lac de données. Donc, consolider des données dans des entrepôts, les rendre utilisables. Pour les PME, souvent, ça commençait par l'achat d'un système de gestion, de la planification, un système de relations clients. Une fois qu'on a ces systèmes-là, on a déjà jeté les bases des données. Donc, on commence à capter les données à travers les processus métiers, à travers le fonctionnement de l'entreprise. Puis, une fois qu'on a ces données-là centralisées, on peut appliquer l'IA par-dessus. Donc, des fois, je donne l'exemple, c'est un peu comme si on se fait un petit muffin, on met du glaçage par-dessus. L'IA, c'est comme le glaçage. Ça prend le muffin, si on mange juste le glaçage, mais on n'aura pas grand-chose. Ça prend vraiment... C'est un peu riche. C'est un peu riche, tout à fait. Ça prend les deux ingrédients. Donc, il faut se lancer en créant un programme de données, mais il ne faut pas non plus le voir comme une montagne. On peut commencer petit en disant, par exemple, on a une opportunité d'améliorer le service à la clientèle. Donc ça commence par un système de gestion des relations clients. Ce qu'on appelle communément un CRM, là. Exact, c'est ça. On commence là. On a au moins un enregistrement qui correspond à nos clients, à nos partenaires, etc. Et là, après ça, on peut commencer à voir des opportunités pour appliquer l'intelligence artificielle. Mais si on veut pousser un petit peu plus loin, parce que ça, c'est déjà un bon départ, là, utiliser un CRM, si on veut aller plus loin, comment on fait pour structurer ou valoriser les données qu'on produit? Puis il y a bien des gens qui ne le savent pas, mais à tous les jours, quand on fait quelque chose dans une entreprise, on produit des données. Juste de produire, juste de recevoir, juste de vendre, juste de démarcher, c'est de la donnée qu'on produit. Comment on fait? Absolument. Ben ça, quand on a ces données-là centralisées dans une place, alors par exemple dans une plateforme infonuagique comme chez Microsoft, la plateforme Azure, une fois que ces données-là sont consolidées, à ce moment-là, on peut utiliser l'intelligence artificielle générative pour poser des questions à nos données. Puis ça, c'est une des particularités de l'intelligence artificielle générative. On peut interagir comme on interagit en texte, en parole, etc., qui, contrairement à avant, il fallait utiliser du code. Donc ça, au lieu de devoir coder puis sortir, par exemple, un bout de code qui dit, donne-moi tous mes clients ou donne-moi toutes mes ressources d'entreprise ou toutes les factures à payer, on peut poser des questions en ce qu'on appelle le langage naturel puis dire, j'aimerais avoir une consolidation de ce qui est arrivé au cours du dernier mois. Un exemple. Et donc, c'est vraiment comme si on s'adressait à quelqu'un, là. Absolument. Oui, puis ça, ce que je trouve super intéressant, une entreprise avec qui on a travaillé, c'est dit, je veux comparer deux usines, puis dire c'est quoi la différence de productivité des deux usines. Normalement, écrire ça avec du code, ça prend quelques jours au moins. Donc, il faut consolider les données, il faut ensuite écrire du code, établir un comparatif, bâtir un visuel. Maintenant, avec les outils d'IA générative, on peut le faire en quelques clics, puis dire, regarde cette source de données-là, on pose une question, on obtient une réponse, puis on peut demander un justificatif à cette réponse-là. Dire, où est-ce que tu as trouvé ça? Va me trouver la donnée. Et comme ça, ce qui arrive quand on veut décider ou prendre des décisions en entreprise, les données sont accessibles au bout des doigts. Et là, on revient au concept de l'IA qui est un outil d'aide à la décision, qui est important. Ça vaut la place de quelqu'un dans une équipe, ça. Je voulais vous entendre aussi parce que vous en parliez, les agents d'IA. Parce qu'on commence à parler de plus en plus de ça. Mais qu'est-ce que c'est un agent d'IA? Ce qui est intéressant, c'est qu'un agent, ça permet de déléguer une certaine fonctionnalité à un agent qui va automatiser. Donc, si on pense à un exemple simple, on peut demander à un agent de récupérer de l'information. On peut dire, va, par exemple, voir, si on reprend l'exemple d'une base de données, va voir ma base de données, donne-moi un résumé de ce qui s'y trouve ou fais-moi un résumé de texte. Est-ce qu'on pourrait y aller de façon routinière, c'est-à-dire à tous les jours, à telle heure, va voir l'information? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est ce que je fais sur mon propre appareil. À tous les jours, va lire dans mes courriels, dis-moi qu'est-ce que tu as trouvé si j'ai manqué quelque chose d'intéressant, puis remets-moi ça en priorité le matin. Avez-vous manqué quelque chose aujourd'hui? C'est sûr, j'ai toujours manqué quelque chose. Okay. Donc, pardon, je vous laisse poursuivre. Ça, c'est les agents simples. Si on passe aux agents un petit peu plus compliqués, ça peut être automatiser des tâches répétitives. Ça peut être, par exemple, faire une vérification d'une facture. Est-ce que le paiement et la facture correspondent bien? Puis, on peut aller à un agent qui est beaucoup plus avancé, qui, à ce moment-là, peut faire une série de tâches puis orchestrer d'autres agents. Alors, on peut penser, par exemple, à un agent qui pourrait fournir du service à la clientèle, un agent qui peut aider, par exemple, à optimiser la chaîne d'approvisionnement.
Et là, on entre dans un monde super intéressant parce qu'on permet à des agents de s'orchestrer entre eux. Et en bout de ligne, si on y pense, tout ce qu'on fait à travers un ordinateur, tout ce qu'on fait au jour le jour, on est capable de l'automatiser éventuellement avec un agent. Donc, c'est un contrôle quand même super intéressant et ça ouvre un monde de possibilités. Et le dernier exemple que vous nous présentez, c'est-à-dire des agents qui peuvent se parler entre eux, c'est un peu ce qu'on trouve dans le milieu manufacturier. Dans certaines entreprises, quand on parle de manufacture 4.0, 5.0, c'est ça. Ce sont des agents qui se passent des commandes pour être capables d'arriver à produire des produits. Oui, tout à fait. Un client avec qui on travaille, qui a mis en place l'IA générative dans le secteur manufacturier, ils sont capables de prendre les informations des machines qui, par exemple, vont dire, il y a un problème. La machine n'opère pas très bien, il y a une alerte à la machine. Et ensuite, offrir automatiquement des pistes de réparation. Donc, le technicien peut arriver et dire, j'ai trouvé tel problème, la machine a arrêté de fonctionner ou lancer une alerte. Voici les correctifs potentiellement à appliquer. Et là, on vient de réduire le temps de réparation de souvent des appareils très compliqués dans l'industrie. David, dans l'étude qui était présentée par le Conseil du patronat, on voit qu'un des problèmes ou un des enjeux, on va dire ça comme ça, c'est la formation, c'est les compétences au sein des entreprises. Qu'est-ce qu'il faut développer, qu'est-ce qu'il faut chercher auprès de nouveaux candidats qui viendraient joindre à une équipe? Puis pensons toujours dans le scénario d'une PME, où quelles compétences quelqu'un au sein de l'entreprise, quelqu'un qui est déjà là, devrait aller acquérir pour que justement on puisse prendre ce virage de l'IA là? Je pense, comme tout en technologie, ça commence par la curiosité. Puis ça, si on est curieux, ça permet de suivre de fil en aiguille, essayer des choses. Il faut pas avoir peur d'apprivoiser la technologie puis de l'essayer. D'ailleurs, Microsoft a lancé un outil qui s'appelle AI Skills Navigator, qui permet d'évaluer ses propres compétences puis de dire qu'est-ce qu'on aimerait développer. Et ensuite, on nous donne une série de recommandations de formation à suivre. Donc ça, une volonté, une curiosité. Puis du reste, à ce moment-là, une fois qu'on a ces ingrédients-là, c'est de pas avoir peur d'essayer, comme on disait tantôt. Essayer quelques idées, tester, voir si ça fonctionne dans notre entreprise et ouvrir les possibilités aux employés d'avoir une certaine autonomie de tester des idées. En terminant, David, parce que avec votre position Microsoft, vous avez des clients mais à travers le monde. Mais si on regarde au niveau du Québec, selon vous, quand vous parlez à vos collègues qui sont sur le terrain aussi, quel secteur d'activité au Québec observez-vous les plus impactés par l'intelligence artificielle en termes de transformation des affaires? Mais ce qu'on voit déjà dans les centres d'appel, il y a un énorme potentiel. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un centre d'appel. Souvent, c'est des tâches routinières. Il y a beaucoup de roulements. Les gens sont souvent découragés. C'est des emplois difficiles. Donc ça, il y a une possibilité d'améliorer l'expérience et pour l'agent et pour la personne qui utilise le centre d'appel. Donc ça, un potentiel énorme d'accompagner les gens au centre d'appel, de rendre leurs tâches plus intéressantes. Ce qu'on voit aussi, c'est le secteur manufacturier, énorme potentiel. Et secteur financier, j'avais mentionné tantôt avec la Manuvie, mais presque toutes les entreprises financières, c'est la même chose. Il y a une possibilité de refaire les opérations pour faire en sorte qu'on se rapproche plus de l'utilisateur et que le service financier devienne plus personnalisé. Et ça, on peut le faire à travers l'IA générative. David Beauchemin, je pense que vous avez allumé bien des lumières dans la tête de gens qui nous écoutent. Je rappelle que vous êtes directeur données et IA chez Microsoft Canada. David Beauchemin, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous souhaite une excellente fin d'année et puis j'espère vous reparler l'an prochain. Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir. Bye bye. Dans la période des fêtes, il y a beaucoup d'achats de billets en ligne pour offrir en cadeau. Un moment de joie qui peut se transformer en cauchemar si on ne fait pas attention où on achète ses billets. Pour parler de l'importance d'une billetterie sécurisée, des tendances en matière de vente et des défis liés à la revente de billets, on rejoint la directrice générale de La Vitrine, cette plateforme de découverte et de réservation des sorties culturelles au Québec. Bonjour, Katia Saint-Jean. Bonjour. Katia Saint-Jean, avant de parler du sujet, moi, je voulais prendre des nouvelles de La Vitrine parce qu'en octobre dernier, il y a Stéphane Ricoul qui en a parlé dans mon carnet. Je vous ai vu aller un peu partout. Ça semble bien aller. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire de vos utilisateurs jusqu'à maintenant?
Ben, ça va super bien. Les gens sont contents de voir qu'on rassemble l'offre culturelle de spectacle, surtout dans un contexte dans le temps des fêtes où on cherche aussi des cadeaux. Donc, on reçoit beaucoup ça. Ah, wow, c'est le fun. Je pensais pas qu'il y avait autant d'offres au Québec. Puis c'est le fun de pouvoir aussi avoir un peu d'accompagnement pour avoir de l'offre un petit peu plus personnalisée selon ma région et mes intérêts. Fait qu'il y a cet accompagnement-là aussi que les gens nous témoignent. Donc, beaucoup de commentaires d'appréciation. Puis aussi, on a commencé à être plus actifs, évidemment, médias sociaux, tout ça. On a fait un concours présentement. On peut gagner des certificats cadeaux, des choses comme ça. Fait que ça, les gens aussi sont très contents parce qu'on donne des suggestions. On a des artistes qui nous font aussi des suggestions culturelles. Donc, ils aiment beaucoup aussi ce type de recommandation-là aussi qui vient d'une personnalité connue. Vos activités numériques sont vraiment lancées, là. Exactement. Ouais. Depuis le 15 octobre, on a lancé à l'échelle du Québec, donc la plateforme lavitrine.com, vraiment une plateforme pour recommandations de sorties culturelles, donc des sorties culturelles selon vos goûts. C'est vraiment notre positionnement. Donc, on invite les gens à se créer un compte pour être en mesure justement d'avoir une meilleure expérience, être un petit peu plus d'une expérience plus personnalisée. Mm-hmm. Donc, créer un compte pour confirmer sa géolocalisation, déterminer, nous dire qu'est-ce qu'ils aiment comme discipline, théâtre, humour, chanson, et qu'on puisse, autant sur la plateforme quand on est connecté, avoir une expérience plus personnalisée, mais aussi dans ce qu'on va commencer qu'on fait en termes d'infolettres, donc de marketing relationnel. Donc, les infolettres les envoient, donc on envoie aussi des suggestions selon le profil. Et ce n'est que le début. Là, évidemment, pour ceux qui vous suivent, qui connaissent un petit peu plus le numérique, la personnalisation, c'est quand même tout un monde. Il faut commencer à la première étape, donc on est là, puis on va travailler justement à peaufiner puis à améliorer ce travail de personnalisation avec différents outils, bon, évidemment, les algorithmes. Donc, d'être de plus en plus capable de faire des recommandations plus poussées, plus ciblées selon les intérêts de la personne, que ce soit, oui, évidemment, où est-ce qu'elle se situe à un moment donné, mais aussi selon des intérêts, pas juste au niveau des disciplines, mais du moment, la rentrée scolaire, la rentrée, la relâche, des choses comme ça. Donc, on veut vraiment être en accompagnement des gens qui sont intéressés, qui veulent faire des sorties. Alors, merci pour les nouvelles de la vitrine. Mais là, ce que je voulais traiter avec vous, parce que vous êtes quand même dans le domaine de la vente de billets, à ce temps-ci de l'année, on cherche des idées cadeaux. Mais dans ce contexte-là, j'ai l'impression que tout le défi pour le consommateur de s'y retrouver dans toute la vente de billets frauduleux, ça devient encore plus névralgique. Comment vous voyez la situation aujourd'hui? C'est sûr que c'est une situation qui n'est pas évidente pour les consommateurs. Puis ça, c'est pas juste en culture, hein, c'est tout ce qui est en termes d'achat, la littératie numérique ou la compréhension de comment se naviguer, c'est pas simple. Puis même, là, moi, j'en reçois aussi par texto. Je veux dire, on est dans un monde de plus en plus fou au niveau des arnaques. Donc, évidemment, le secteur culturel en fait les frais. Il y a des sites de revente qui sont en place. Vous avez aussi des fois des sites miroirs aussi. Donc, c'est pas évident pour le consommateur de s'y retrouver. Des offres qui semblent super alléchantes aussi sur des médias sociaux ou sur Marketplace aussi, le groupe de vente de Facebook. Donc, il faut être très, très, très vigilant. Et comme dans tout, faut s'assurer d'avoir des sources fiables. Donc, évidemment, des billetteries officielles, c'en est. Des salles de spectacle, c'en est. Et la vitrine se rajoute aussi comme ce site qui est sécurisé, en fait, parce que nous, on est vraiment un agrégateur. On travaille avec les billetteries officielles et on travaille aussi avec les salles de spectacle pour proposer des activités. Et quand vous avez cliqué sur le bouton billet, on vous envoie directement sur le site des billetteries officielles. Ou sinon, quand on est proche on connaît sa salle, on sait ce qu'on veut, mais de s'assurer d'aller sur le site du diffuseur ou la salle de spectacle et de vérifier les liens d'URL du site. Parce que là aussi, des fois, dans des sites miroirs, ça peut avoir l'air que, mais il y a une petite chose qui nous fait dire que le lien, l'adresse du site Internet est un peu bizarre. C'est mieux d'être alerte et vraiment de regarder les sites et de vérifier des fois là, dans ces recherches, de faire 2-3 recherches, vérifier si c'est le bon site ou autre.
Mais c'est vraiment, puis là, je suis contente aussi, là, on a vu dans les médias récemment, il y a des actions collectives, il y a des PCP où se déposer des plaintes sur certains sites de rente illégale, parce que ça, puis quand ça a l'air trop alléchant aussi, là, des fois des 25% de rabais, des choses comme ça, là, faut se poser des questions. Les salles de spectacle commencent à en faire des promotions, Black Friday, des choses comme ça. Mais là, vraiment, quand on est sûr que c'est un site ou un partenaire officiel qui est le promoteur ou celui qui présente le spectacle ou l'artiste, le site de l'artiste aussi. Donc là, on peut être sûr que c'est sécure, mais il faut vraiment être très vigilant. Évidemment, bon, dans votre cas, vous êtes, j'allais dire, un site agrégateur de contenu. Exact. Vous êtes le kiosque d'accueil. Après, vous envoyez sur les sites transactionnels. Mais dans le doute, est-ce que, ou même passer le doute, il y a quelqu'un qui s'est fait prendre avec des billets. Est-ce qu'il y a un recours pour lui ou il vient de perdre sa mise? C'est plutôt difficile de ce côté-là. Je pense dépendant de ce que tu as acheté aussi avec ta carte de crédit. Donc, des fois, on dit, des fois, c'est peut-être mieux parce que les cartes de crédit, justement, peuvent vous aider, vous rembourser de ce côté-là. Je pense que faire une plainte à Option consommateur aussi est une avenue. Mais dans certains cas, c'est plutôt difficile parce que justement, on va utiliser d'autres moyens d'achat qui ne sont pas des moyens officiels. Justement, ça aussi, c'est une alerte, là. C'est un drapeau rouge. Il y a une paire de billets en Bitcoin, c'est un peu particulier. Ouais, c'est un peu bizarre, tu sais. Disons, on se dit, c'est pas la norme dans le milieu, fait que ça devrait lever un drapeau rouge tout de suite. Donc, mais c'est pas, c'est ça, je dirais carte de crédit, c'est vraiment peut-être ce qui est le plus simple, faire après ça une plainte, mais dans certains cas, les gens vont juste malheureusement perdre leur argent. Katia, en terminant, l'année 2025, ça ressemble à quoi dans le monde de la billetterie en ligne? C'est sûr que, tu sais, avec tout ce qui s'en vient, tu sais, puis je suis pas, il y aurait mes partenaires de billetterie pour en parler mieux que moi. C'est sûr que il y a plusieurs défis, tu sais, déjà d'accompagner encore plus les partenaires culturels, parce que souvent les billetteries sont des services pour les salles de spectacle ou autres ou des producteurs. Donc, de les accompagner encore plus aussi dans tout ce qui est l'univers numérique, dans toutes les attentes aussi auprès des consommateurs, de justement la sécurité en fait partie aussi, la sensibilisation. Avec l'intelligence artificielle aussi, le marketing numérique, l'accompagnement. Fait que c'est pour ça aussi la vitrine, on a pris ce créneau-là pour accompagner puis aider encore de façon collective, avec des outils collectifs, là, le milieu culturel à devenir plus performant en promotion et mise en marché. Donc, c'est sûr que les billetteries ont aussi ces défis-là, de continuer à être au jour au niveau des technologies et des outils aussi pour contrer justement des fraudes et ces choses et tout ça. Donc, évidemment, c'est un travail qui se fait en groupe, mais il reste quand même des défis, mais des défis que je pense auxquels faut s'attarder de façon collective. Là, c'est pas juste les billetteries, c'est aussi les artistes, tout ça. Donc, il y a une grande sensibilisation à faire, puis il y a quelque chose, je pense, aussi à faire en termes de sensibilisation numérique là-dessus, mais aussi sur les cookies. C'est quelque chose, moi, que je commence à voir de plus en plus aussi. Là, j'imagine que c'est des sujets que vous parlez, mais quand c'est des sites québécois ou c'est des entreprises québécoises, on accepte les cookies, puis comme ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'informations, puis de garder nos informations plutôt que les donner à des géants du web. Mais tout ça, je pense, c'est ça. Ça fait partie de sensibilisation, d'information, qu'il faut informer le public de plus en plus sur la réalité numérique, justement, pour nous aider aussi, nous, au Québec, à reprendre un peu de contrôle sur nos données. On parle de souveraineté numérique souvent, là, mais au moins avoir un petit peu plus de vision, parce que si on veut être plus performant aussi en promotion, c'est un peu ça le défi de la vitrine aussi, ben il faut être en mesure d'avoir de l'information sur les publics puis savoir qu'est-ce qu'ils aiment de façon tout à fait anonymisée dans les bonnes pratiques des lois et compagnie. Mais on a besoin de cette information-là pour aider justement le secteur culturel à rayonner et à continuer à être vu sur notamment les moteurs de recherche. Katia Saint-Jean, on a compris que vous allez être pas mal occupée en 2025. Oui, on a des beaux défis vraiment, continuer la promotion de sortie, puis le développement de la plateforme aussi, là, c'est un produit numérique, hein, fait que ça finit jamais. C'est en amélioration continue, donc puis tout ce qui est les opportunités que peut nous offrir notamment l'intelligence artificielle, tu sais, d'agents conversationnels, tout ça, là, on est en train de regarder ça. C'est vraiment très, très stimulant.
Je rappelle que vous êtes directrice générale de La Vitrine, Katia Saint-Jean. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Puis je vous souhaite une bonne fin d'année. Ben, vous de même. Bonne année, joyeuse fête. Merci. Au revoir. Au revoir. Il y a un organisme communautaire montréalais qui accompagne les personnes en soins palliatifs et leurs proches depuis plus de 125 ans. Je parle de Nova Soins à domicile, qui a lancé au début du mois une campagne de financement assez innovante qui utilise l'intelligence artificielle pour recréer virtuellement des souvenirs marquants. C'est une initiative audacieuse qui allie technologie et humanité. Pour nous en parler, on va aller rejoindre à l'instant Anne-Sophie Schlader. Elle est la directrice générale de Nova Soins. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Anne-Sophie, je le disais tout à l'heure, vous êtes de Nova Soins et là, vous avez lancé une campagne un peu particulière en ligne. Mais avant de parler de la campagne, j'aimerais ça que vous me disiez ce que c'est Nova Soins. Donc, Nova Soins à domicile, c'est un organisme communautaire qui existe depuis 125 ans, qui vient en aide aux différents CLSC. Donc, on ajoute des services qui sont gratuits, des soins infirmiers palliatifs, du répit aux proches aidants, donc des soins de préposés aux bénéficiaires, des massages thérapeutiques et du soutien psychosocial. Donc, chaque année, on aide, l'année dernière, on a aidé plus de 1100 personnes sur l'île de Montréal. Donc, c'est des centaines d'hospitalisations qui sont évitées grâce à nos services. Et là, vous avez lancé une campagne de financement. Pourquoi? Bien, à chaque année, en fait, nos services sont financés en grande partie par la philanthropie. Donc, on a besoin des dons pour pouvoir payer nos infirmières, nos préposés, etc. Alors, on a une grande campagne à chaque année avec un différent concept. Puis cette année, l'agence Publicis de publicité a accepté de faire une campagne pro bono pour nous. Donc, de là, on a réfléchi à un concept. Et là, vous avez décidé de vous lancer dans l'utilisation de l'IA pour recréer un moment spécial? Exactement. Donc, c'était assez audacieux d'une certaine façon avec Publicis d'impliquer l'intelligence artificielle parce que bon, c'est pas tout le monde qui, comment je pourrais dire ça, il y a certaines personnes qui voient l'intelligence artificielle comme une menace, mais on trouvait dans ce cas-ci que c'était vraiment au profit du deuil dans le sens que l'outil nous permet de recréer un visuel, un souvenir du passé avec un proche. C'est ça l'idée. Donc, plusieurs personnes qui accompagnent leurs proches à domicile vont vivre des beaux moments, ils vont les avoir en tête, mais ils vont pas nécessairement avoir une photo. Donc là, le concept, c'est vraiment d'aller écrire le souvenir, à quel moment ça s'est passé, c'était quoi l'état général, la lumière, etc. Puis là, l'intelligence artificielle va recréer une image. C'est assez bien fait. Et jusqu'à maintenant, parce que la campagne a été lancée le 2 décembre dernier, donc vous avez eu des gens qui l'ont utilisé. Qu'est-ce que c'est leur commentaire? Ben, c'est assez réel, en fait. C'est assez surprenant. Les gens sont touchés. C'est ça. Donc, on s'y attend pas. Les gens sont un peu méfiants. Ils savent pas trop à quoi ça va ressembler. Puis, ça marche assez bien. C'est vrai que l'agence agit comme intermédiaire parce que chaque fois que les souvenirs sont créés, le directeur artistique revoit, là, juste pour s'assurer que il y a pas de folie ou de choses un peu surprenantes qui sortent. Mais, ouais. Et là, vous avez donc créé cette activité-là, en quelque part, en ligne, et les gens, pour l'utiliser, doivent faire un don? Non, tu sais, c'est sûr que c'est relié dans le sens que les gens vont voir le visuel, la vidéo de la campagne, vont cliquer sur le lien pour aller faire un don, puis là, il y a un autre bouton qui dit si vous voulez essayer l'outil. Évidemment, on invite les gens à faire un don en même temps, mais c'est pas payant. Donc, c'est 2 volets séparés. Qu'est-ce qui vous a incité à aller avec cette approche-là de créer un moment comme, ou de recréer virtuellement un moment comme ça? Ben, tu sais, c'est certain que on accompagne des centaines de gens par année. Le deuil, c'est un thème qui revient, tu sais, qui est au cœur de ce qu'on fait. Donc, on essaie toujours de voir de quelle manière on peut mieux accompagner les proches aidants, autant dans leur deuil blanc, quand ils entendent parler du diagnostic, le deuil commence souvent à ce moment-là que par après. Donc, pour nous, c'était une forme de cadeau, de reconnaissance, de dire qu'on est avec eux, puis qu'on
qu'on comprend ce qu'ils vivent. Donc, c'est vous offrez un don pour reconnaître nos services, mais nous, en échange, on vous donne ce souvenir-là. Alors, quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait tenter l'expérience ou aller carrément simplement vous donner un don, par où il passe? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est d'aller sur le site de Nova Soins à domicile ou Nova Home Care. Puis là, il y a une section là, dans le menu déroulant là, où on peut cliquer sur la campagne. Puis là, dans le fond, c'est de suivre les liens, là, de soit faire le don, soit utiliser l'outil. Puis là, c'est de remplir l'information. Puis après ça, le souvenir est envoyé par courriel. Je pense que c'est 48 heures plus tard. Et pour vous, cette campagne-là, ça va être une réussite? Si quoi? Mais je pense que il faut pas trop miser sur... Je veux pas parler de résultats, c'est certain qu'on est content quand les dons sont là, mais s'il y a quelques dizaines de personnes qui, grâce à ça, conservent une image d'un souvenir, pour nous, c'est des personnes de plus à qui on a fait du bien. C'est ça, à la base, notre objectif. C'est, oui, les dons, mais c'est surtout d'aider la communauté. Puis les soins palliatifs, c'est pas simplement le soin infirmier, c'est le soin psychosocial, c'est le soutien, c'est une approche qui est très globale. Donc, je pense que c'est ça. S'il y a quelques personnes qui se sont senties aidées puis qui ont un beau souvenir, ça va être mission accomplie. C'est quand même bien. C'est la première fois que j'entends une organisation qui pourra dire que l'IA leur permet de poursuivre virtuellement leur mission sur Internet. Oui, mais c'est ça qu'on trouvait intéressant. On n'a jamais vu un concept comme ça avant. Puis, comme je disais un peu plus tôt, c'est audacieux, mais j'ai hâte de voir le résultat puis de recevoir plus de témoignages. J'invite vraiment les gens à participer puis à nous donner leurs commentaires. Bien, merci beaucoup, puis on vous souhaite bonne chance avec votre campagne. Je rappelle que je parlais avec Annie-Sophie Chandler, elle est directrice générale de Nova Soins. Merci beaucoup et passez une bonne fin d'année. Merci. Liette Lamonde, directrice générale de Prompt, accueille cette semaine Pierre-Marjorie Léger et Sylvain Sénécal, co-directeurs respectifs du Tech 3 Lab Montréal, pour découvrir les avantages et les défis auxquels font face les chercheurs académiques lorsqu'ils s'associent avec des entreprises pour développer des innovations. Bonjour et bienvenue à notre 6e épisode. Je suis Liette Lamonde, DG de Prompt. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Marjorie Léger et Sylvain Sénécal, co-directeur du Tech 3 Lab à HEC Montréal. On va vous faire découvrir aujourd'hui les avantages pour les chercheurs académiques de travailler en partenariat avec des entreprises privées pour développer des innovations. Pierre-Marjorie, tu es à la tête de la chaire en expérience utilisateur UX et professeur en technologie de l'information et récipiendaire récemment du Grand Prix de la recherche Pierre-Lorrain de HEC Montréal 2024. Bonjour Pierre-Marjorie. Bonjour Liette, merci de nous recevoir ce matin. Quant à toi Sylvain, tu diriges la chaire de commerce électronique RBC, groupe financier, et tu es professeur titulaire au département de marketing. Tu as reçu aussi une décoration récemment, la médaille du couronnement du roi Charles des mains de la lieutenant-gouverneur pour ton apport à la société. Bravo et bonjour Sylvain. Merci beaucoup. Le Tech 3 Lab de HEC Montréal, c'est un laboratoire spécialisé dans l'évaluation de l'expérience utilisateur UX en contexte de technologie d'affaires. En novembre 2023, vous avez reçu un financement majeur de 18 millions de dollars sur 5 ans. Depuis cette annonce, Prompt a contribué pour près de 3 millions de dollars pour soutenir divers projets auxquels vous collaborez. Alors, depuis ce financement-là, il y a plusieurs projets en lien avec la chaire qui ont pu voir le jour. Sur quel type de projet vous travaillez présentement en collaboration avec des partenaires industriels, Sylvain? En fait, on a 2 programmes de recherche. Je vais vous parler du premier, puis Pierre-Marjorie va vous parler de l'autre après. Mais le premier porte sur la découvrabilité... je m'excuse. Voyons, j'ai un blanc. La facilité d'apprentissage des interfaces et la disponibilité cognitive des utilisateurs. Ce que ça veut dire, dans le fond, on s'intéresse à comment les interfaces sont faciles à apprendre pour un utilisateur, que ce soit un employé ou un client, mais aussi est-ce que ces personnes-là qui vont interagir avec des interfaces sont prêtes cognitivement, donc ils ont les ressources, qu'ils mettent les ressources à la bonne place pour utiliser l'interface. Okay. Et on a plusieurs partenaires dans ce premier programme de recherche-là. On a BNC, CAE, CN, LRDG, qui est une PME. Je vous en reparlerai peut-être plus tard un petit peu. Ben oui, j'aimerais ça. Et aussi Radio-Canada. Merci, Sylvain. Et toi, Pierre-Marjorie?
Mais le deuxième programme de recherche, il est vraiment centré sur les méthodes et la recherche UX. Tester des interfaces, c'est important. Tester et retester, tester tôt dans un processus de développement d'une interface numérique. Le deuxième programme de recherche est centré sur est-ce qu'on peut développer des nouvelles méthodes, des nouvelles mesures pour accélérer, avoir des insights beaucoup plus tôt dans le processus pour aider les organisations, dans le fond, à orienter le développement beaucoup plus tôt. Donc, on travaille avec 8 organisations dans ce programme-là. On travaille avec Deloitte, Sobase, Desjardins, Vidéotron, D-Box, Alloprof, Blue Yonder et ServiceNow. Une belle diversité de partenaires industriels. Mais c'est quoi l'intérêt pour vous, là, en tant que chercheur, de travailler avec des partenaires industriels, justement? Bien, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous parce que, tu sais, dans nos bureaux, tout seul, on peut inventer des questions de recherche puis faire de la recherche, là, comme les profs d'université font tout le temps, là, en plus de l'enseignement. Mais d'avoir accès à des partenaires via des programmes comme le vôtre, bien, ça nous permet, dans le fond, d'être inspirés de leurs problèmes quotidiens, réels, et ensuite formuler des questions de recherche scientifique pour adresser ces problèmes-là, les aider et aussi former nos étudiants. Ben oui. Mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir accès aux technologies. On pourrait avoir les meilleures idées au monde, ces meilleures questions de recherche-là, mais on ne pourrait pas les tester. Et ce partenariat-là avec des organisations, c'est aussi d'être capable d'utiliser leurs interfaces pour faire avancer la connaissance, mais ce faisant, être capable d'aider ces organisations-là à faire avancer leur technologie. Donc, c'est vraiment un donnant-donnant au profit de la société, des organisations, mais aussi de la science. Oui, et des étudiants aussi, c'est gagnant, c'est quadruplement gagnant, finalement. Je suis certaine qu'il y a des petits défis quand même qu'on rencontre quand on fait des partenariats comme ça, recherche académique et industrielle. Est-ce que vous voulez m'en partager? Certainement. Ben, tu sais, on a appris tôt, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça ensemble, on a appris tôt que l'agilité, c'était vraiment une caractéristique qu'il fallait avoir. Les entreprises veulent des réponses, mais pas dans un an. Ils veulent des réponses comme la semaine prochaine ou le mois prochain, là. Fait que nous, quand on travaille avec les entreprises, bien, on s'assure d'être agile dans le processus. Puis ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut apprendre leurs demandes, leurs attentes, puis s'assurer que notre processus de recherche rentre dans le temps, si on veut, avec eux. Beaucoup de communication, hein, j'imagine, pour justement gérer ces processus-là, puis les attentes. C'est vraiment de communication. Toute notre équipe est en communication continue là, avec ces partenaires-là quand les projets sont en planification, en exécution et après en analyse. Ouais, d'autant plus que vous gérez plusieurs partenariats de front, ce qui n'est pas habituel, je pense. Hein? Oui, mais ça donne une grande synergie. On va apprendre des choses avec un partenaire, on va être capable de l'amener dans un autre projet de recherche. Donc, il est très fréquent, parce qu'on se centre sur les méthodes, les mesures, de découvrir une nouvelle façon de mesurer quelque chose, puis de l'amener dans un autre partenariat. Donc, c'est cette vertu-là d'avoir des consortiums d'organisations qui ne sont pas en compétition, mais qui a aussi un volet d'amener ces organisations-là à aussi networker à l'intérieur de l'écosystème. Très souvent, les gens UX de ces organisations-là ne vont pas aller networker avec leurs compétiteurs. Non. Mais d'être capable de parler avec d'autres organisations qui ont aussi des humains comme clients, comme employés, puis qui ont les mêmes problématiques, bien, c'est sûr que ça crée des belles opportunités pour ces organisations-là d'apprendre, oui, avec les projets qu'on mène avec eux, mais aussi d'apprendre en groupe. Oui, vous créez des belles synergies, puis vous le faites bien aussi par le biais de plusieurs événements publics où on voit concrètement, on a les étudiants qui viennent présenter les projets, les entreprises qui sont là très impliquées, ça se sent dans vos événements. Moi, je trouve que vous innovez dans votre façon aussi d'enseigner et de faire de la recherche. Je trouve ça super intéressant. Et de communiquer les résultats. Exactement. S'assurer de communiquer la science. Puis de garder une mobilisation, parce que c'est pas simple de garder ces partenaires-là toujours impliqués. Tout à fait. Alors, dites-moi, ça donne quoi, finalement, ces collaborations-là? C'est quoi l'impact qu'on a avec ces projets? Bien, tout dépendant du partenaire, de l'entreprise, l'impact peut être très grand. Si on pense aux grandes organisations qu'on a mentionnées, bien, quand il y a un changement qui est pour leurs employés ou leurs clients, ça a des gros impacts, mais aussi pour des plus petites entreprises, comme par exemple LRDG, que je mentionnais tout à l'heure. C'est une PME du Québec de Montréal qui a développé une application pour justement mesurer la disponibilité cognitive dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, sont en test clinique aux États-Unis pour partir cette application-là au niveau commercial. Donc, nous, le projet de recherche, c'est pour valider l'application, ce qu'on fait en continu avec eux. Et là, ben, vous voyez, ça donne une envolée là, à cette organisation-là pour un produit très spécifique. Pour ouvrir des nouveaux marchés pour la commercialisation. Oui, notamment dans l'industrie de la santé, là, tout ce qui est la perte cognitive des personnes plus âgées, etc. C'est super. Un autre volet dans les partenariats, peut-être l'exemple de Desjardins, qui est très centré sur l'accessibilité des technologies, rendre accessibles aux personnes
avec handicap visuel, moteur, leur application. Aujourd'hui, l'importance de l'accès aux besoins financiers, c'est un besoin assez fondamental là, pour tout le monde. Et donc, de développer puis de penser dès le départ, lorsqu'on conçoit des applications, aux besoins d'accessibilité, puis comment le mesurer, puis comment être capable de le tester, bien ça fait partie d'un impact sur des millions de Québécois là, qui au quotidien utilisent les applications de Desjardins. Tout à fait. Ça doit être vraiment stimulant, tout ça, de voir les applications concrètes. D'ailleurs, c'est quoi votre motivation à innover? Puis c'est quoi votre motivation aussi à le faire? Qu'est-ce qui vous emmenait à innover ensemble, tous les deux, dans le partenariat du Tech 3 Lab? Bien, motivation à innover, je pense, à tous les matins, on se lève puis on se dit, OK, ça va être quoi aujourd'hui? C'est le nouveau projet qui va arriver, de quelle entreprise? Puis quel étudiant on va mettre là-dessus? Puis donner la chance aux étudiants de travailler sur des choses concrètes, ça, c'est fantastique, là. Travailler avec des étudiants brillants, des collègues, mais aussi des étudiants brillants qui, au quotidien, nous allument. Et le partenariat de Prompt a financé plein de choses dans le passé, incluant le fait qu'on a réussi à créer une plateforme d'apprentissage sur edX qui est maintenant utilisée par 150 000 personnes dans le monde, ce qui nous a mis vraiment sur la carte à Montréal. Et ça permet d'attirer les meilleurs cerveaux au monde à Montréal, de partout au Canada, partout au Québec, à HEC. Puis ça, ben, c'est ça qui nous motive, là, c'est d'être capable au final, que la recherche amène à développer les talents des futurs professionnels qui vont aller dans l'industrie, capables de mobiliser ces méthodes-là, les démarches scientifiques, pour aider les organisations à prendre des décisions sur les données probantes. C'est vraiment toujours stimulant de vous entendre puis de voir l'impact de ce que vous faites. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à notre dernier balado. Donc, c'est notre dernier de l'année. J'espère que vous avez apprécié nos rencontres avec nos chercheurs, nos innovateurs du Québec pendant tout ce balado-là. Notre programme de projet d'innovation en collaboration avec le milieu académique et les groupes de recherche comme le Tech 3 Lab, il est ouvert en continu pour le dépôt de vos projets. Donc, si vous avez des belles idées de ce type-là, venez. Puis, je pense que le Tech 3 Lab il est ouvert à travailler avec d'autres partenaires aussi. Donc, maintenant, vous les connaissez si vous ne les connaissiez pas encore. Alors, merci de nous suivre, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Cette semaine, Stéphane Berthomé s'intéresse à une situation de plus en plus fréquente dans le milieu du podcast, les mises en demeure. Et dans un second temps, puisque c'est la période des fêtes, Stéphane Berthomé y va d'une présentation d'un produit québécois qui pourrait se retrouver sous votre sapin, un casque audio fait au Québec. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un appareil de grande qualité et surtout à prix abordable. Bonjour, chères auditrices et auditeurs de mon carnet. Bonjour à toi, mon cher Bruno. Cette semaine, je vais vous parler de la mise en demeure. Alors, vous vous demandez, mais quel rapport avec le podcast? Eh bien, j'entendais justement des podcasteurs qui racontaient qu'ils avaient reçu une mise en demeure pour un podcast qu'ils avaient d'ailleurs en ligne derrière un Patreon. Vous savez, ce compte payant, cet accès payant pour un podcast ou pour des vidéos d'ailleurs. Eh bien, ils racontaient qu'ils avaient reçu une mise en demeure. Alors, pourquoi on peut recevoir une mise en demeure? On peut recevoir une mise en demeure parce que on a porté atteinte à l'image ou à la réputation de quelqu'un, ou parce que on a enfreint une règle de propriété intellectuelle, ou parce que quelqu'un s'estime lésé dans ses droits. Ça peut être quelqu'un avec qui on a collaboré, ça peut être un invité. Il y a beaucoup de situations possibles. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit une mise en demeure? D'abord, on considère pas ça comme quelque chose qui va nous condamner automatiquement. C'est une demande de la part de quelqu'un de rétablir une situation sous peine de poursuite. Et la première chose à faire, c'est évidemment de bien lire la mise en demeure pour comprendre à la fois ce qui nous est reproché, mais aussi ce qui nous est demandé. Il y a des exigences qui viennent avec la mise en demeure qui sont de retirer un passage, de présenter des excuses ou de modifier un contenu en vue de rétablir des faits selon la vision qu'en a la personne qui nous a envoyé la mise en demeure. Alors évidemment, la pire chose à faire, c'est d'ignorer la lettre, ce que je ne vous recommande pas. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de consulter un avocat si vous pensez que la demande est assez grave pour le faire. Vous pouvez aussi prendre des mesures directement, vous adresser à la personne qui vous a envoyé la mise en demeure et souscrire à sa demande. S'il s'agit de couper
un passage de votre balado ou d'un épisode qui est considéré comme diffamatoire, c'est un moindre mal que de couper ce passage et de donner satisfaction à quelqu'un plutôt qu'aller consulter un avocat, engager des frais, etc., etc. L'autre point, c'est aussi de garder la documentation de la situation, c'est-à-dire de bien renseigner les circonstances dans lesquelles vous avez fait ce qui vous est reproché. Est-ce que vous avez des documents qui justifient la position que vous avez prise ou ce qui a été dit par vous ou par un de vos invités? C'est quand même un élément très important parce que ça peut vous servir dans la discussion et dans une forme de médiation que vous pourriez avoir avec la personne qui vous envoie la mise en demeure. Encore une fois, la clé, c'est de rester calme, de vous informer et d'agir de façon stratégique. Une mise en demeure, c'est très sérieux, mais c'est pas non plus quelque chose qui va systématiquement vous envoyer au tribunal. Donc recevoir une mise en demeure, ça peut arriver pour l'univers de la balado, il faut pas le négliger. On est dans un univers qui est de plus en plus important, où on aborde parfois des sujets qui sont délicats. Il faut vérifier vos informations, vous assurer que vous ne portez atteinte ni aux gens, ni à leur intégrité, ni aux droits de tel ou tel produit ou de telle ou telle marque. C'est évidemment la clé. Alors à propos de marques ou de produits, on approche des fêtes de Noël et le deuxième point de cette chronique, c'est un casque audio dont je voulais vous parler, le SG Session, qui est un appareil de la marque québécoise Sounds Good. Je le redis, la marque québécoise Sounds Good. J'insiste sur le côté québécois, je trouve que c'est formidable d'avoir une marque de produits audio qui fait des produits de très grande qualité. Et ce casque SG Session, j'ai pu l'essayer juste après sa sortie il y a quelques jours. C'est un casque qui rentre dans la catégorie des casques Sony ou encore Bose. C'est un casque qui a une signature sonore très riche. J'ai été surpris par la qualité du son que produit ce casque. Les basses puissantes, une immersion totale. Les modes de réduction du bruit sont très efficaces. Il y a plusieurs modes de réduction du bruit, jusqu'à moins 43 décibels. Donc ça permet de s'adapter à son environnement, surtout quand il est bruyant. L'autonomie est vraiment exceptionnelle. On parle de 60 heures par charge en autonomie. On a la possibilité aussi de basculer entre le mode Bluetooth et un mode filaire, ce qui est quand même assez sympa. On a une connexion multipoint qui permet de connecter l'appareil à plusieurs sources musicales et donc de basculer entre ces sources musicales. Et il y a un point qui est quand même assez remarquable pour cet appareil, c'est qu'ils ont travaillé sur la latence, la rapidité avec laquelle le signal est transmis à l'appareil pour les jeux vidéo. Et donc c'est un appareil qui, en théorie, et je ne l'ai pas essayé en tant que tel, mais qui en théorie offre aussi la possibilité d'être utilisé dans les jeux vidéo. Côté confort, son design est assez ergonomique. Il faut reconnaître toutefois que le casque est assez grand. Peut-être que pour les petites têtes, il viendra légèrement plus bas qu'il le faudrait pour les oreilles, mais dans 99,9% du temps, ce casque fait l'affaire. Il est très agréable à porter, les mousses sont assez épaisses et en même temps elles sont pas mollassonnes, elles sont assez robustes et donc elles donnent l'impression qu'elles vont durer longtemps. C'est un casque qui est compatible avec Apple et Android évidemment, et on peut aussi prendre les appels téléphoniques grâce à un micro intégré. J'ai aimé un point particulier qui est la disposition des boutons. Il y a toutes les options que vous pouvez enclencher sur cet appareil sont disponibles via des boutons sur le casque. Je trouve ça assez chouette parce que même si on peut les piloter depuis le téléphone, depuis l'ordinateur ou depuis même sa montre, c'est chouette d'avoir des boutons physiques quand on se promène avec le casque et de pouvoir contrôler le volume, de mettre sur pause ou de changer le mode de réduction du bruit. Alors le SG Session, c'est un appareil qui est vraiment un choix sûr pour les amateurs de qualité audio. C'est un appareil qui coûte moins de $100 et qui est encore une fois un appareil d'une marque québécoise. C'est remarquable. Je le recommande pour les fêtes de Noël. C'est vraiment un cadeau pour les amateurs d'audio et pour les amateurs évidemment de podcast. Je vous souhaite une excellente fin d'année, de très bonnes fêtes si on ne se reparle pas d'ici là. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique du Podcastologue. Stéphane Ricoul nous invite aujourd'hui à réfléchir à un concept intriguant, la paresse cognitive. Avec l'omniprésence des technologies comme l'intelligence artificielle, sommes-nous en train de perdre le plaisir d'apprendre et de résoudre des problèmes par nous-mêmes? Stéphane Ricoul. Vous vous souvenez de ces petits moments de satisfaction quand on arrivait à résoudre un calcul mental? Un simple 27 plus 18, rien d'extraordinaire.
Mais pourtant, ça nous donnait une petite étincelle de fierté. Aujourd'hui, ça fait presque sourire parce que, soyons honnêtes, avant même qu'on ait commencé à réfléchir à l'addition, on a déjà dégainé notre téléphone ou demandé à l'assistant vocal de nous donner la réponse. Pourquoi s'embêter quand Siri, Alexa ou Google le sait avant même qu'on ait fini de poser la question? Mais derrière cette scène quotidienne se cache une vraie question. À force de déléguer, sommes-nous en train de devenir victimes d'une sorte de paresse cognitive? Est-ce que l'intelligence artificielle qui promet de simplifier nos vies ne finit pas par nous éloigner de ce plaisir, celui d'apprendre, de réfléchir, de se creuser la tête? En gros, est-ce qu'on est en train de troquer quelques efforts intellectuels contre une vraie satisfaction personnelle? C'est le point que soulevaient Jérôme Colombin et Bruno Guglielminetti dans leur débrief transatlantique au début de l'épisode du 30 novembre du balado Mon Carnet. Alors, qu'est-ce que la paresse cognitive exactement? Loin d'être un jugement moral, c'est une réalité, une tendance naturelle de notre cerveau. Il cherche constamment à économiser son énergie, un peu comme un téléphone qui passe en mode basse consommation dès que sa batterie faiblit. Et à cet instant même, vous êtes peut-être comme moi, en train de vous dire « Phew, je suis pas un cas unique ». Car moi, en tout cas, je l'avoue, j'aime les raccourcis qui me font générer autant de valeur, mais avec moins d'efforts. Mais depuis 2 ans, bon anniversaire ChatGPT, le problème c'est que l'intelligence artificielle alimente un peu ce réflexe. À quoi bon se fatiguer à mémoriser les capitales des pays ou les dates importantes quand on peut demander dans la seconde aux machines? Et pourtant, il y a un revers à cette médaille. Et depuis très longtemps même. Imaginez un peu, en 2011, sortait une étude dont le titre était Google Effects on Memory, qui montrait que l'accès facile à l'information via des moteurs de recherche comme Google modifiait la façon dont nous mémorisions et que plutôt que de retenir l'information elle-même, nous avions tendance à retenir où trouver cette information. On n'a même plus besoin de ça aujourd'hui. L'intelligence artificielle nous donne les réponses et nous indique où les trouver si jamais on avait le goût de vérifier. L'accès rapide à l'information réduit donc notre mémoire à long terme. Ce qui s'enregistre beaucoup moins dans nos têtes, ce ne sont pas seulement des faits, mais aussi cette capacité de réfléchir en profondeur. On appuie sur pause et notre cerveau devient de moins en moins sollicité. À l'opposé, il y a ce plaisir d'apprendre. Vous l'avez sûrement déjà ressenti. C'est ce moment un peu magique où, après avoir galéré, après avoir essayé et réessayé, vous comprenez enfin quelque chose de nouveau. C'est comme un déclic. Derrière ce moment de bonheur, il y a un processus chimique dans notre cerveau, la dopamine, l'une des molécules du plaisir. Elle est libérée à chaque fois qu'on réussit à surmonter une difficulté. On a tous ressenti ça. Mais voilà où ça coince aujourd'hui. L'intelligence artificielle, avec sa rapidité, avec son efficacité, peut rendre ce processus obsolète. Comme un mariage qui tourne mal entre nous et la technologie. Petit exemple, vous vous rappelez des moments où, enfant, on avait un globe terrestre ou une carte pour trouver les pays et leurs capitales. Aujourd'hui, il suffit de quelques secondes pour demander à ChatGPT la capitale du Kazakhstan. Pourquoi s'embêter? Le problème, c'est que cette facilité nous rend passifs. Il semblerait même que 2/3 des gens avoueraient utiliser leur téléphone ou un autre outil numérique pour rechercher des informations qu'ils savent déjà en réalité ou qu'ils pourraient facilement deviner. La simple présence d'un cellulaire à proximité peut avoir un effet négatif sur la capacité cognitive, car les individus dépendent inconsciemment de l'appareil pour gérer les informations. Cela soutient l'idée que les cellulaires sont devenus un prolongement de notre mémoire, comme le stipule l'étude Brain Drain, la simple présence d'un téléphone intelligent réduit notre capacité cognitive de l'Université de Chicago. Mais est-ce vraiment un mal? Disons qu'il y a des conséquences. Le cerveau, comme un muscle qu'on ne sollicite pas, finit par perdre en performance. Si on ne mémorise plus rien, on se retrouve incapable de connecter certaines idées entre elles. Et plus subtil encore, en évitant l'effort intellectuel, on finit aussi par éviter le plaisir d'apprendre. Et je ne pense pas
que nous voudrions d'un monde où même monter un meuble Ikea devient tout un défi mental. Alors, pourquoi ça vaut le coup de préserver ce plaisir d'apprendre? C'est pas seulement une question de fierté ou de satisfaction personnelle. Les neuroscientifiques sont unanimes là-dessus. Apprendre de nouvelles choses tout au long de sa vie est l'un des moyens les plus efficaces pour garder son cerveau en forme. En fait, certaines études montrent que les personnes âgées qui s'investissent dans de nouveaux apprentissages comme une langue étrangère ou un instrument de musique réduisent leur risque de développer des maladies comme l'Alzheimer. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit de jeter aux oubliettes l'intelligence artificielle. Ce serait absurde quand on voit tout ce qu'elle peut apporter. Mais peut-être qu'on devrait faire un peu plus attention à sa place dans nos vies. Elle doit rester un outil, un assistant, pas une béquille, ou pire, un substitut à notre cerveau. On peut trouver des façons de mieux cohabiter avec cette technologie. Par exemple, faire en sorte que l'intelligence artificielle enrichisse notre réflexion au lieu de la remplacer. Si vous posez une question complexe à ChatGPT, prenez le temps de reformuler et d'intégrer la réponse. Essayez aussi de limiter l'utilisation de l'intelligence artificielle pour tout ce que vous êtes capable de faire ou de découvrir par vous-même. Et quand c'est possible, continuez à apprendre activement. Lisez un vrai livre. Le mien, par exemple, quand il sortira. Message subtil à mon éditeur ici. Suivez un cours. Relevez des défis. Il n'y a aucun risque à cela. L'intelligence artificielle ne va pas nous voler notre cerveau. Sauf peut-être à partir de 2025 si on écoute les dires de Sam Altman sur l'intelligence artificielle générale. Alors voilà où l'on en est. L'intelligence artificielle, c'est une merveille. Mais elle ne doit pas être une excuse pour éviter toute réflexion. Finalement, ce mix entre technologie et effort personnel peut être absolument fantastique. Alors la prochaine fois que vous cherchez une réponse facile, prenez un instant et dites-vous, si cette fois, pour le défi, je ne demandais pas à une quelconque aide virtuelle. Croyez-moi, cette petite victoire, même infime, pourrait vous surprendre. Et puis qui sait? Moi, je crois au retour des balanciers. Sous différentes formes, certes, mais retour pareil. Alors peut-être que cette époque de paresse cognitive finira par provoquer un retour triomphal aux joies de l'apprentissage autonome. Comme un grand sage que je ne connais pas dirait, un défi à la fois. Hey, ChatGPT, c'est qui le grand sage qui a déjà écrit un défi à la fois, s'il te plaît? Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à mes invités. Merci à mes collègues Jérôme Colombin, Stéphane Berthomet, Stéphane Récoul pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous aussi qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et puis à lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.